Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On se retrouve pour plus d'une heure de débat en direct sur Sud Radio sur l'actualité du jour. Je suis ravi d'accueillir Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match. Bonjour ma chère Lou. Mehdi Reich, analyste politique. Bonjour mon cher Mehdi. Brice Sokol, politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi de Parlons-nous tous la même langue. C'est aux éditions de l'Eau. Bonjour mon cher Brice. Bonjour. Et Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Et vous verrez qu'il y a un point commun à chaque venue d'Arnaud Stéphane en fin d'émission. Mais ça, c'est vraiment du teasing au gamme. Je vous laisserai le reconnaître. Les débats du jour, restez jusqu'à la fin parce qu'un peu avant midi, on parlera de ce qui se passe au Sable d'Olonne. Vous voyez, c'est ça le point commun avec Arnaud Stéphane. À chaque fois qu'il arrive, il y a une décision, à croire qu'il gère la communication de cette ville en coulisses. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le maire a décidé de faire un rappel général, notamment sur les réseaux sociaux et aux habitants, mais surtout aux touristes de cette ville. Vous êtes mignons, 200 ans d'élégance sablaise, c'est pas pour se balader à demi à poil dans la rue. Interdiction du slip de bain, interdiction évidemment de se balader torse nu, un peu d'élégance. Est-ce que c'est ça qu'il va falloir désormais prôner dans toutes les villes de France, Cannes, Nice, Marseille, les Sables d'Olonne? Faut-il tout doucement sanctionner officiellement la vulgarité physique à partir de l'été dans les grandes villes? On en parlera, et si vous voulez témoigner parce que vous êtes peut-être un commerçant, vous avez une boutique, il n'y a rien de plus insupportable que le touriste mouillé qui se penche James Bond et qui vient commander une glace avec ses enfants. Ce n'est plus possible. 0826 300. Et puis, c'est la star politique de toute façon, peut-être la dernière qui nous reste. Rachida Dati fait beaucoup parler d'elle depuis 2 jours suite à ce qui se passe au niveau de la justice. Elle va être jugée pour recel d'abus de pouvoir et d'abus de confiance, corruption et trafic d'influence par personne investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale, à l'époque le Parlement européen. Mais ça relance et ça met une pièce dans la machine. On se souvient des déclarations du président de la République en 2017, encore candidat. Bien sûr, dès qu'une ministre est mise en examen, la ministre ou la personne en question doit partir. Et pourtant, combien de personnes mises en examen depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron? Les 2 quinquennats, même depuis 2017, on les compte plus. Ça va de François Bayrou, ça parle également d'Éric Dupond-Moretti. Et cette question, peut-être 0826 300, est-ce qu'un politique peut être encore exemplaire aujourd'hui avec toutes les procédures, tous les systèmes de contrôle, les journalistes, la presse, les réseaux sociaux? C'est la question qu'on vous pose et on vous attend aussi au rendez-vous réseaux sociaux et applications Sud Radio. Mais tout de suite, un débat qui monte de plus en plus. Le 10 septembre, la France qui paie va-t-elle descendre dans la rue? Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. 0826 300. Je veux vous avoir au standard, auditeur de Sud Radio, pour votre parler vrai. Est-ce que, après le mouvement Nicolas Quipé, on passe peut-être à une autre étape, celle de descendre dans la rue, celle de manifester? Et si on vous pose la question, c'est qu'il faut se souvenir que les Gilets jaunes, ça a commencé comme ça. Un appel sur les réseaux sociaux, un mouvement qu'on n'avait pas vu venir du tout, et puis un mouvement qui a pris une ampleur considérable, qui a surpris tout le monde, commentateurs et politiques, au point de bloquer le pays. Est-ce que vous pensez que cela peut arriver? Et je vous pose la question parce qu'il y a un site et un compte aussi. Il se revendique n'appartenir à aucun syndicat, à aucun parti politique. Il plaide pour un arrêt total et illimité du pays. Et il encourage tous ceux et celles qui en ont plein le dos de cesser de faire tourner la machine qui nous broie. Autour de la table, et je me tourne vers vous, Brice Sokol, politologue, est-ce que vous pensez que ce petit mouvement, et je mets évidemment des guillemets, peut subitement se concrétiser? Si vous permettez, moi j'aimerais commencer par un constat. Je pense qui est partagé par une majorité d'analystes. C'est que les mandats d'Emmanuel Macron sont fortement marqués par cette notion d'inégalité sociale. Jamais les inégalités sociales n'ont été aussi élevées depuis 10 ans. Il y a un rapport de l'INSEE qui le dit encore la semaine dernière. Avec des taux de pauvreté records. Des taux de pauvreté records. Il y a des impensés dans la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis des banlieues populaires, vis-à-vis de la ruralité, vis-à-vis des il y a 25% des Français qui bénéficient de la mondialisation, qui sont le socle électoral, qui était le socle électoral d'Emmanuel Macron. Et on voit ces fractures territoriales depuis 2017, qui ne cesse de s'accroître. On a fait un ouvrage sur le sujet avec Frédéric Dabi, inégalité territoriale, inégalité sociale. Parlons-nous tous la même langue, on le rappelle. En fait, voilà, on a misé toute la richesse de ce pays dans les métropoles. Mais ça, ça date d'avant Emmanuel Macron. Mais pourtant, je suis sûr que si vous posez, Brice Sokol, je vous coupe, si vous posez la question au président de la République, il vous dira, mais il y a eu des réformes, il y a eu des actes, il y a eu des réformes annoncées, il y a eu des lois votées. Oui, est-ce que le problème par rapport à ce que vous dites, c'est précisément que il y a eu des ruptures dans les éléments de langage parfois du président de la République
République, que ce soit traverser la rue, que ce soit ceux qui ne sont rien. Est-ce que c'est pas ça plus qui pèse que l'effet politique réel? La politique, vous avez raison, la politique c'est de la symbolique. Et je pense que dans la manière dont il s'est exprimé à plusieurs reprises, ça a donné le sentiment de rupture. Mais regardez ces quinquennats. Vous vous souvenez de quoi? On se souvient des Gilets jaunes. Ah oui, ça on s'en souvient bien. On se souvient de la réforme des retraites, la manière dont à la fois la violence institutionnelle et la violence physique à l'égard des manifestants a été mise en œuvre. Ce sont des mandats de choc. On a vécu des mandats de choc, on a vécu deux mandats qui ont désolidarisé les Français, et on a vécu une gouvernance qui a été une gouvernance assez brutale à l'égard d'une majorité de Français. Donc tout ça, voilà, crée chez une majorité de Français aujourd'hui une défiance vis-à-vis de la politique nationale. Et c'est vrai que de choc en choc, aujourd'hui on est dans un choc budgétaire. Et je peux comprendre qu'il y a un certain nombre de Français qui se sentent aujourd'hui les oubliés des différentes politiques publiques mises en œuvre depuis plusieurs années dans ce pays. Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match, est-ce que vous sentez quand même dans les politiques que vous voyez très régulièrement une inquiétude sur ce qui pourrait se passer et un retour des Gilets jaunes ? Honnêtement, oui, moi, ça fait plusieurs mois, même plusieurs années que quand on parle avec les administrés sur le territoire, c'est vraiment, c'est une position assez violente vis-à-vis des politiques, vis-à-vis de l'exécutif en général. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, il y a une grande augmentation des inégalités sous Emmanuel Macron, et il y a aussi une politique extrêmement violente, un discours extrêmement violent. Et ça, c'est vraiment le pognon de dingue. Oui, mais ça, c'est surtout, selon moi, en tout cas, énormément matérialisé à partir de 2022, quand vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale, et que vous utilisez un nombre toujours grandissant d'outils constitutionnels qu'on n'aurait pas imaginé utiliser de cette façon-là, de façon à pouvoir servir le pouvoir exécutif. C'est la brutalité. C'est la brutalité, surtout, c'est contre finalement l'expression populaire qui a pu s'exprimer au moment des législatives de 2022 ou de 2024, le refus aussi de l'utilisation, par exemple, du référendum. Pourtant, il aurait été question plusieurs fois. On se souvient de la déception grandissante après son émission sur TF1 où tout le monde avait dit, même ses conseillers partout dans la presse des jours avant, bien sûr, il annoncera sur des sujets phares. Il y a un principe avec Emmanuel Macron, c'est que quand il n'a pas prononcé le mot, ça n'existe pas. Vraiment. Et le deuxième principe est que quand on lui demande de le faire, il ne le fera pas. Il a une petite réticence à être anticipé dans ses c'est joliment dit. C'est joliment dit. Non mais vous regardez la façon dont il met un temps de dingue, pour reprendre un mot qu'il affectionne, pour nommer un Premier ministre. Il aime le coup de bluff, il aime le coup, c'est la politique du coup. Et en l'occurrence, aujourd'hui, les Français ont envie de quelque chose qui soit un peu plus linéaire. Arnaud Stéphan. Il y a plusieurs choses. Je partage ce qui a été dit par le camarade Sokol. Sur le camarade est en train de faire un mouvement de fond. Non, mais on est camarades ici sur un plateau, comme on était à l'école. Sur le déclassement, évidemment. Sur cette France des oubliés, celle de la ruralité, celle de la France périphérique qui a été si bien décrite, mais il y a eu quand même une accélération sur la métropolisation. On a cité il y a 2 semaines ici Pierre Vermeuren sur les ouvrages de Pierre Vermeuren, encore une fois, qui sont vraiment à lire, pas des gros ouvrages, mais ils sont vraiment coup de poing. Et j'attire l'attention sur ce qu'il a fait au débat Gallimard. Sur les limites justement de la métropolisation, c'est un très bon ouvrage. Il y a une accélération. Le problème, c'est que le temps politique, le temps social, s'est considérablement accéléré parce que vous avez des chaînes d'infos en permanence, des réseaux sociaux qui mettent systématiquement le point sur ce qui peut être un achoppement dans une société qui a besoin sur ce qui ne va pas, qui a besoin de se retrouver et qui n'a pas de représentation véritablement politique. Elle n'a pas une véritable représentation politique parce que ce que vous avez dit très justement, c'est-à-dire il y a des élections qui ont laissé des points de suspension au lieu de donner et de frustration, et que cet élément de frustration en politique, vous êtes toujours obligé de trouver une sortie à un moment donné. La particularité des mandats d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y a pas de sortie. C'est que ce sont toujours des options fermées, et que au bout d'un moment, il y a une partie de la population qui se retrouve socialement, politiquement, avec une frustration terrible et surtout un sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice, il est doublé par un déclassement lié à la mondialisation, une France qui a du mal à se protéger, un projet européen que plus personne ne comprend.
on parle des gilets jaunes, mais il y a eu toute la crise autour du Covid, où les gens se sont retrouvés enfermés chez eux, etc. Voilà, les mandats d'Emmanuel Macron sont des mandats à option fermée, et les gens ont besoin d'un avenir, ils ont besoin de se projeter. Et c'est la possibilité de se projeter qui risque d'amener les gens dans la rue. Et qui a peut-être été interrompu. Mais Direich, comment vous regardez? Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a des gens qui ont atteint un tel niveau de ras-le-bol qu'il va falloir descendre dans la rue à partir du 10 septembre pour mettre le pays, je cite, à l'arrêt total? Oui. En plus, c'est historique en France. On a toujours eu ce rapport-là avec le pouvoir. Très rapidement, moi ce que je note, c'est que Emmanuel Macron, il a cristallisé toutes les rancœurs possibles et imaginables envers le pouvoir. Tout à l'heure, tu parlais d'inégalité sociale, Brice. Moi, j'estime que c'est plus une haine quasiment presque contre un système plus que contre une personne. Et il a peut-être incarné ce système. Il a incarné ce système. Il a voulu l'incarner. Il l'a personnifié. J'ai beaucoup parlé de ce sujet de l'hyper-présidentialisme, mais il a incarné peut-être plus que tout ce qu'est un hyper-président. Et cette rancœur, la haine de la fiscalité, tout ça s'incarne envers Emmanuel Macron. Donc cette contestation, je pense qu'elle peut véritablement prendre forme, et elle peut prendre forme rapidement et assez violemment. Moi, je pense que c'est un peu tôt, mais bon. Mais on va voir peut-être à partir du 17 septembre. Auditeur de Sud Radio 0826 300 300, est-ce que vous avez peut-être atteint un tel niveau de ras-le-bol, de lassitude, de déception au niveau politique que l'hypothèse de descendre dans la rue pour manifester cette colère, cette déception, ce ras-le-bol se fait pour vous comme une évidence? Venez témoigner au micro de Sud Radio 0826 300 300. J'attends votre appel, et puis vous connaissez aussi le rituel, réseaux sociaux, applications. On revient dans quelques instants, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Vous êtes toujours sur Sud Radio en compagnie des meilleurs pour décortiquer l'actualité du jour en toute modestie, bien sûr. Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match, Mehdi Reich, analyste politique, Brice Sokol, politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric Dabi de Parlons-nous tous de la même langue aux éditions de l'Aube, et Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com. Nous étions en train de nous poser la question, est-ce qu'il y a un tel ras-le-bol peut-être aujourd'hui, sans doute provoqué par Emmanuel Macron? C'est en tout cas ce que vous étiez en train d'analyser et d'expliquer autour de la table, mais au point peut-être de voir des Français débarquer dans la rue à nouveau comme les Gilets jaunes. Est-ce que vous ne pensez pas non plus, Arnaud Stéphan, je vous vois la mine boudeuse en réalité, ou perplexe, disons, dubitative. Et partons sur la mine dubitative. Quant au fait aussi peut-être que les Gilets jaunes ont créé un tel moment aussi de déception quant aux conséquences politiques qu'il y a eu, c'est-à-dire en réalité est-ce que la situation a changé depuis les Gilets jaunes? On est tous d'accord pour dire que non. On sait qu'il y a une base qui est susceptible de se mobiliser. Il se trouve que le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui aujourd'hui fait du vêtement en fast fashion, et le président de la République et le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, il faut quand même en rappeler, n'avaient pas hésité à utiliser des éléments répressifs extrêmement forts, y compris en utilisant des unités de police qui n'étaient pas normalement destinées au maintien de l'ordre. Il y a quand même ce souvenir dans la population d'une répression extrêmement forte. Je pense qu'il faut attendre encore un peu. Vous savez, le moment politique, c'est une fenêtre extrêmement courte. En vérité, c'est le moment, il est là, et il n'est pas juste après, il n'est pas juste avant. Je pense que septembre, c'est encore un peu tôt. Et en revanche, s'il devait se passer quelque chose, ça se passera évidemment avant l'élection présidentielle de 2027, parce qu'on ne tiendra pas dans cette situation politique, encore une fois, de blocage, où il n'y a aucune solution, et dans laquelle les Français n'arrivent même pas à se projeter. C'est ça la difficulté. Justement, est-ce que la situation de blocage est telle qu'il faut descendre dans la rue, peut-être pour faire comprendre au pouvoir politique que non, les vaches à lait ne sont pas toujours les mêmes, que Nicolas Quipé ne doit pas payer pour tout le monde? 0826 300 300. Bonjour Philippe. Oui, bonjour madame, bonjour messieurs. Merci beaucoup de nous appeler en direct sur Sud Radio. Vous, est-ce que vous faites partie potentiellement des Français qui vont descendre dans la rue le 10 septembre? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible que j'aille dans la rue en septembre. Ouais. Parce que j'ai vraiment le sentiment que nos dirigeants ne veulent pas que ça change, quoi. Comme je disais à votre standardiste. Le camarade Manu. Oui, Manu. Le projet de Bérou, on est tous conscients qu'il faut faire des efforts, on est d'accord. Ouais. Mais déjà, aucun effort demandé à la classe politique, quoi. Je veux dire, si vous voulez que les gens vous suivent, il faut montrer l'exemple. Et vous avez l'impression que la classe politique ne montre pas l'exemple, Philippe?
suis désolé. Aucun effort demandé aux anciens présidents, aux anciens premiers ministres. Je parle pas de leur sécurité, ça se discute pas, mais pour le reste. Mais les bureaux, les secrétaires, les voitures, les chauffeurs. Oui, tout ça. Donc, moi, personnellement, ça ne me convient pas. Après, qu'il faille faire des efforts, moi, je suis retraité. Comme supprimer 10%, pourquoi pas, à la limite, je veux dire, je travaille pas, donc les frais réels, j'en ai pas. Hein, on est d'accord. Mais je veux dire, il faut que tout le monde participe. Et eux, non, je suis désolé. Et puis, deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est, on a quand même le sentiment que M. Macron, si vraiment la France s'intéressait, eh ben, il partirait, quoi. Or là, il pense à lui, il pense pas à la France. Je suis désolé, quoi. C'est le sentiment que j'ai. Voilà. Et vous, Philippe, vous êtes retraité, vous faisiez quoi avant, si c'est pas indiscret? Je travaillais dans le TP, j'étais chauffeur poids lourd dans le TP, donc je gagnais bien ma vie, ça était bien. Mais attendez, moi je suis pas contre le système parce que j'ai profité du système. Moi j'ai eu 3 enfants, j'ai eu des allocations pendant jusqu'à l'âge de 18 ans du premier. Mais bon, depuis, ça fait 25 ans que je cotise et que je paye des impôts et tout. Oui. Et ça me paraît normal. Et vous avez l'impression surtout peut-être de trop payer, Philippe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de trop payer pour un système qui, quand vous sortez un peu, si vous voulez, n'a pas l'air d'être si formidable que ça par rapport à ce que vous pouvez mettre dedans. Je ne sais pas si c'est le fait de trop payer. C'est le fait qu'on a vraiment l'impression que tout est déséquilibré en fait. Qu'on demande des efforts toujours aux mêmes. Voilà, et puis on se demande vraiment, comme disait Madame au départ des Gilets jaunes, où va notre pognon, quoi. Oui, c'est ça. Oui, non, mais vous avez raison, Philippe. Je crois que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 0826 300 300. Vous nous appelez, je crois, depuis Toulouse, mon cher Philippe. Et merci de nous écouter sur Sud Radio au 101.8. C'est quand même intéressant ce que dit Philippe, c'est-à-dire retraité. On pense pas forcément à ces classes moyennes écrasées par les impôts, c'est-à-dire un peu le cliché de ce qu'on entend par Nicolas Quipé, mais le ras-le-bol d'avoir pu payer pendant autant de temps et de s'apercevoir que peut-être que le monde ne s'est pas tellement amélioré malgré 25, 30, 40, 50 ans de cotisation, Lou Fritel. Alors déjà, il y a une chose qu'on oublie, c'est quand même que au temps des années 2000, on passe du franc à l'euro et que là, vous avez quand même une baisse de pouvoir d'achat qui est générale pour tout le monde. Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont ils demandent à ce que l'effort soit réparti chez tous. Et c'est pour ça que, par exemple, quand nous, on a eu les premières lignes du budget proposé par François Bayrou, qui ne parlait pas, par exemple, de la question migratoire, c'est vrai qu'on s'est dit, forcément, c'est un sujet qui allait devoir émerger parce qu'il fallait mettre aussi au pied du mur le Rassemblement national, une partie des LR, et donc aussi satisfaire cet électorat-là. Et l'autre partie, quand lui parle effectivement des politiques donc qui ne rogneraient pas sur certains avantages qu'ils ont, peut-être que ça représente peu de choses, mais il y a quand même cette question symbolique. Et c'est vrai que quand vous avez un budget tel que celui qu'on va devoir assumer cette année, qui doit être drastique, vous devez absolument mettre tout le monde au pied du mur, parce que sinon, vous allez au contraire allumer une mèche qui, moi honnêtement, je pense que le moment, il est bon pour avoir un moment à la gilet jaune. J'ai jamais vu autant de désespoir. Effectif. Non, de désespoir. De désespoir. Je vois du désespoir chez les gens. L'impression qu'on ne s'en sort pas, effectivement, qu'on paye depuis des années. En été, ça marche pas vraiment beaucoup. Et qu'on paye des impôts. C'est pour ça, à la rentrée, ils préparent peut-être le terrain. Ça se prépare pas comme ça. Je veux insister sur le mot que vient d'utiliser Lou Fritel, qui est le mot de désespoir. Rappelez-vous, ça fait 3-4 auditeurs, notamment sur ces débats, qui nous appellent, qui disent en réalité, vous êtes gentils, mais moi je me reconnais totalement dans ces mouvements. Je sais pas si j'irai concrètement dans la rue, et surtout je pense tout doucement à m'en aller de la France parce que c'est bien sympathique, j'y ai grandi, j'ai essayé de faire ce que je peux. Maintenant je me dis, mais dirais-je, vous étiez là dans ces émissions, c'est quelque chose qui existe et qui est peut-être beaucoup plus profond qu'on ne pense. Oui, et surtout, moi je suis d'accord avec toi, Lou, je pense que ça peut arriver assez vite. C'est déjà arrivé une fois avec les Gilets jaunes et ça a été très spontané. Et on n'imaginait pas que ça. On n'imaginait pas que ça allait arriver comme ça. Et il y avait une énorme peur du pouvoir sur le devenir de ce mouvement et ça s'est répété semaine après semaine. Donc la question du budget va être fondamentale. Comment ça va se passer à l'Assemblée nationale ? On ne sait pas s'il y aura des 49-3 ou du moins peut-être une possible dissolution, on verra. Parce que ça sera un moment d'intensité politique quand même très particulier. Et surtout, c'est que à mon sens, il y a une erreur politique qui a été faite dans la nature qu'est Emmanuel Macron, c'est que je vois Emmanuel Macron comme un atomisateur de la vie politique française. Il y a une très vieille critique de la démocratie qu'Aristote faisait, c'était la critique aristotélicienne, c'était il est faux de penser que celui qui a le pouvoir, et c'est le terme latin, on dit seducere, séduire la foule, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui séduit la foule. La foule n'a pas le pouvoir. Et je pense qu'Emmanuel Macron,
il a dynamité ce qu'étaient les LR et ce qu'était le PS. Il a créé un énorme vide au centre qu'on pourrait appeler un populiste centriste. Voilà. Et finalement, c'est la fameuse politique du en même temps. Plus personne n'y comprend rien. Ça cristallise absolument tout. Et c'est là qu'on fait monter les populismes gauche comme droite. Et ce sujet-là va revenir sur la question du budget, à mon sens. Moi, je pense que c'est surtout l'insincérité totale des forces politiques que tu viens de citer, c'est-à-dire LR et le PS, qui ont eu le pouvoir pendant des années, chacun à leur tour, qui n'ont rien fait, et en plus ils se sont assis. Ils ont fait. Ils se sont assis par rapport aux gens qui avaient voté pour eux. Ils ont entraîné le pays. Et qui se sont assis sur les promesses qu'ils avaient fait, faisant monter encore une fois ce que disait Lou, c'est-à-dire la frustration. Mais encore la destruction du corps politique central par Emmanuel Macron, c'est juste. Mais c'était déjà engagé. 0826 303 chances justement sur ces Français qui en ont marre, qui en ont ras-le-bol, mais qui vont jusqu'au bout. Bonjour Louis. Bonjour. Merci beaucoup. Vous nous appelez depuis Amsterdam, c'est bien ça ? C'est ça. Donc alors, sans être un génie, on est d'accord pour dire que vous incarnez parfaitement ces Français qui à un moment en ont eu marre et qui se sont tirés, c'est bien ça ? Exactement, on est pile dans le profil. Donc le Nicolas à la base, c'est quelqu'un qui a 33 ans, c'est tout à fait moi. Alors moi, il se trouve que je suis cadre dans une grande entreprise et que j'ai eu l'opportunité de partir parce que effectivement, moi, je fais partie de ces contributeurs nets qu'on appelle en France. Donc finalement, c'est très peu de personnes qui sont à peu près 15 millions qui ne font que contribuer et qui reçoivent moins que ce qu'ils donnent, ce qui n'est pas concrètement un problème. Moi, je ne suis pas contre ça. Et d'ailleurs, les Pays-Bas, je ne suis pas parti dans un paradis fiscal. C'est pas connu pour être un paradis fiscal. Par contre, je suis allé dans un pays qui est connu pour avoir une bonne gestion de ses finances publiques. Les Pays-Bas ne sont pas connus non plus, mon cher Louis, pour avoir un matraquage fiscal inouï, si je puis me permettre, pour être totalement poli. Non, bien sûr. Que ce soit plus raisonnable en France, en revanche, comme c'est pas compliqué, oui, je vous accorde, que ce soit plus agréable pour les conditions. Bien sûr, non, mais je vous invite aussi à regarder le taux d'impôt sur le revenu qui n'est pas faible aux Pays-Bas par rapport à la France. Mais peu importe, à la limite, ça, comme je vous ai dit, c'est pas forcément le problème. Le problème, c'est la gestion de l'argent public. C'est ce que vous vous rappelez, mon cher Louis, d'un moment peut-être ou d'une décision où vous avez décidé d'acter votre départ du pays au drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Vraiment un fait, peut-être une actualité, une fiche de paix. Les Hollandais, c'est bleu, blanc, rouge aussi. Oui, mais c'était le jeu de mots. Vous voyez, si on peut plus faire quelques références un peu sympathiques ici. Non, mon cher Louis, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez vraiment acté votre départ de la France ? Moi, il y a un chiffre qui me marque, qui est hyper important pour moi. Et comme je disais, j'ai 33 ans, donc moi, j'aime la France. C'est pas. Mais il y a un chiffre qui m'a marqué et qui m'a vraiment fait prendre conscience de tout ça. C'est quand je sais que la charge des intérêts de la dette chaque année, ce qu'on paye, donc c'est de l'argent qu'on donne à nos juste gens aux créanciers, qui empruntent de l'argent, juste aux créanciers, exactement, est 6 fois supérieur au budget de la justice. Voilà. Moi, ça, je ne peux pas le supporter parce que c'est de la mauvaise gestion, en fait. Comme on est en déficit depuis des années et des années, on ne fait que creuser cela. Et donc, là, il se trouve que c'est moi, mais n'importe quelle personne au SMIC qui achète des yaourts pour se nourrir. Il y a une partie de sa TVA, donc 6 fois plus grande, qui va être prise pour rembourser des intérêts de la dette par rapport au budget, un budget comme la justice. Et ça, je ne l'accepte pas. Mais ce que vous dites, Louis, c'est peu importe ce que vous payez, c'est la certitude que ça ne fera que combler le déficit. Donc vraiment l'impression de vider l'océan à un moment avec une cuillère. Merci beaucoup de nous avoir appelé sur Sud Radio, mon cher Louis. Donc profitez visiblement des Pays-Bas ou même jusqu'aux Pays-Bas, Sud Radio capte et ça c'est quand même merveilleux. Vive l'application et les progrès des réseaux sociaux. Brice Sokol, c'était intéressant quand même le témoignage de Louis parce qu'il est très concret et c'est une évidence que ce n'est pas le seul dans ce cas-là. Moi, ce n'est pas le seul. Moi, je suis très gêné par ces comportements. C'est-à-dire quand on est patriote, quand on aime la France, on assume de payer ses impôts et puis on vote. Si on n'est pas content, on vote. On a la chance de pouvoir voter, de pouvoir changer les choses dans ce pays. Oui, vous êtes politologue. Je peux très bien vous rappeler que la dernière fois qu'on a vraiment demandé l'avis aux Français, c'était en 2005 et on se souvient de la rupture que ça a causé. En fait, ceux qui partent, c'est ceux qui ont la possibilité de partir. Et pour la majorité d'entre nous, nous n'avons pas la possibilité de partir. Aller demander à un fraiseur qui travaille à l'usine de Michelin Clermont-Ferrand s'il a la possibilité de partir en Belgique, aux Pays-Bas ou je ne sais où. Non, je pense qu'il faut revenir à une réalité, je veux dire, entre guillemets, c'est une tautologie, mais plus concrète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une défiance des Français à l'égard de la politique nationale, qui est légitime. Oui. Et en fait, vous posez la question tout à l'heure, est-ce que ça va bouger en septembre ? Quand vous regardez l'histoire de France, les grandes révolutions, les grands mouvements sociaux se font quand tout va bien et quand vous avez une partie
des représentants des Français, qui considèrent on est en pleine croissance, mais qu'ils ne profitent pas des fruits de cette croissance. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'inégalité, d'injustice. Quand on est tous dans le même bateau, et qu'on est sur un budget d'austérité, qu'on est dans une situation extrêmement compliquée, c'est pas là où les mouvements sociaux explosent. Et je tiens aussi à vous souligner qu'on est à 6 mois des élections municipales. Oui, ça c'est sûr, et que personne n'a bougé. Et il y a encore cette soupape de sécurité que sont les élections municipales. Et les gens vont aller voter aux élections municipales. Même si vous savez mieux que moi que les élections municipales, comme les européennes, c'est encore d'autres... Et surtout, c'est pas un moment de catharsis, les municipales. C'est vraiment très limité. Et ça favorise beaucoup plus les partis traditionnels. Ça sera un autre débat, mesdames, messieurs, qu'on aura une autre fois. 10 septembre, la France qui paie va-t-elle manifester sa colère dans la rue? Oui, à plus de 76% des auditeurs ici sur Sud Radio. Pourquoi le 10 septembre en réalité, nous dit John, ça fait un bail que la France aurait dû se réveiller. Au lieu de la boquer, il faut aller certainement chercher les responsables politiques. C'est eux quand même qui sont responsables du chaos ambiant, et ce sont souvent les élections qui permettent de faire un véritable changement. 0826 300 300 pour continuer à participer à la conversation. Et dans un instant, ce débat, Rachida Dati, la star politique qui est actuellement au milieu des débats, bien sûr politiques, mais aussi au beau milieu d'un combat judiciaire. Un politique, dans cette époque, notamment en France, peut-il encore être exemplaire? Parce que c'est certainement pas la première ministre qui est mise en examen depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Alors là aussi, je veux votre avis, votre opinion. 0826 300 300. Vous rejoignez la table des débatteurs. Vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Deuxième sujet de débat où l'ambiance est très bonne, beaucoup mieux que les autres émissions. Celui qui veut absolument créer un conflit dans la radio, toujours en compagnie de Lou Fritel, de Mehdi Reich, de Brice Sokol, d'Arnaud Stéphan pour ce deuxième débat qui se pose parce que Rachida Dati est au cœur de l'actualité en grande partie à cause des revirements qui existent dans l'affaire Renault-Nissan dont elle est au cœur de la machine. Elle sera jugée pour recel d'abus de pouvoir et d'abus de confiance, corruption et trafic d'influence par personne investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale. Naturellement, ses avocats ont fait appel de cette décision. Il se pose quand même une question. On se rappelle des propos d'Emmanuel Macron qu'on réécoutera parce que déjà ils sont savoureux et qui étaient peut-être le signe d'une certaine prétention politique de dire qu'il était grand temps de faire table rase sur tous ceux qui magouillaient. Et quand on regarde la liste des personnalités mises en examen depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, ça existe. Gérald Darmanin, Édouard Philippe, Olivier Véran, Agnès Buzyn, d'ailleurs tout cela ont été totalement blanchis. Mais ça pose une question, est-ce qu'aujourd'hui les politiques peuvent encore être exemplaires? Quand on voit le monde médiatique, sur le monde politique, toujours prompt à balancer des boules puantes ici et là, le système de contrôle dont ils sont tous en réalité, auquel ils sont soumis, est-ce qu'on peut encore réussir à être exemplaire? Arnaud Stéphan, vous qui les fréquentez un peu comme Lou Friedel, est-ce que vous voyez quand même des politiques capables d'être exemplaires aujourd'hui, ou de toute façon sur une note de frais, sur un petit truc, ils seront toujours topés? L'affaire Rachida Dati, c'est la queue de comète d'une génération politique qui est en train de disparaître, de gens qui pendant très longtemps se sont crus tout permis. Qui mélangeaient les genres, les grands business, les contrats internationaux, et les mandats politiques, les postes de ministre, et un coup je suis au Tadjikistan, et un coup je suis au machin, et un coup je vends des voitures en Vietnam, etc. Et puis le lendemain je suis ministre de n'importe quoi. Bon, elle vous répondra que c'était ses missions d'avocat et qu'elle en avait totalement le droit. Oui, bien sûr. Mais la question, c'est le mélange systématique des genres. On parlait tout à l'heure des gens qui demandent aux politiques de faire des efforts. Un des efforts premiers qu'on peut demander aux politiques, c'est de se comporter normalement, et c'est justement d'éviter ce mélange des genres. Parce que vous créez un doute, et quand vous créez un doute, vous ouvrez la porte à tout et n'importe quoi. Avec une telle justice, et regardez, moi j'adore, on est en train de se placer. Parce que non, mais regardez, parfois, quand la justice met en examen, on a tendance, franchement, à sacrifier la personne mise en examen. On a bien vu dans les cas, que ce soit Darmanin, que ce soit Buzyn, que ce soit Philippe, ils ont été totalement blanchis. Est-ce qu'aujourd'hui, mais Fillon, il n'a pas été blanchi. Non, mais d'accord. Oui, d'accord. Non, mais il était candidat à l'élection présidentielle. Éric Dupond-Moretti blanchi, Gérald Darmanin blanchi. C'était pas des affaires qui étaient pas absolument pas de la même nature. D'accord, mais c'était quand même des ministres mis en examen. Oui, donc, mais c'était pas pour des questions financières. C'est toujours quelque chose d'assez particulier. Et surtout, il y a deux choses. Déjà, il y a la partie, effectivement, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir en 2017, vous avez derrière le mouvement MeToo, qui fait que on arrive dans une fuite en avant où, par nécessité, on considère qu'une personne accusée est forcément coupable, et quel que soit le secteur. Après, ce n'est pas que les affaires sexuelles. Donc Emmanuel Macron
par contre-pied, au contraire, dit bah non, moi je vais pas virer un de mes ministres sous prétexte qu'il y a des accusations, parce que ce serait se prendre pour la justice. Et d'autre part, avant, on avait des politiques qui n'étaient absolument pas irréprochables, mais la grande différence, et c'est la queue de comète dont vous parlez, c'est que c'était des hommes et des femmes politiques qui, pour la grande majorité, avaient été résistants ou avaient connu la guerre, et qui avaient l'idée, le sens de l'État un peu chevillé au corps, et qui effectivement pouvaient mal se comporter, mais parfois aussi au nom du sens de l'État, et surtout, finalement, le mauvais côté était insuffisant par rapport à ce qu'ils avaient pu apporter. Quand vous avez la génération de Nicolas Sarkozy, ce sont des gens qui ont hérité de ses méthodes, mais pas de l'histoire. Et donc vous vous retrouvez avec cette queue de comète qui devient insupportable pour les Français, parce qu'il n'y a même pas d'admiration pour ceux qui commettent ce genre d'actes. Bonjour Frédéric. Bonjour. 0826 300 300 pour réagir avec nous et participer au débat sur Sud Radio. Est-ce qu'un politique peut encore être exemplaire dans l'époque, Frédéric? Qu'est-ce que vous dites? Pour moi, la réponse est simple. Le politique a une obligation d'exemplarité. Parce que le politique, quel qu'il soit, député, sénateur, ministre ou maire, dès lors qu'il est élu, le jour même de son élection, n'est plus un citoyen comme les autres, parce qu'il est un citoyen que tout le monde va regarder, il est un citoyen que tout le monde va écouter, qui est celui qui va prendre les décisions au nom du peuple. À partir de là, il a une obligation d'être totalement exemplaire. Et cette exemplarité ne souffre d'aucune réduction, d'aucune exception. Il doit être exemplaire en tout, et même dans sa vie privée, il se doit d'être exemplaire, parce que même dans la vie privée, Frédéric. Mais dans la vie privée, qu'est-ce que vous appelez être exemplaire? C'est facile de demander l'exemplarité partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Un homme. Ça veut dire quoi être exemplaire dans la vie privée? Ça veut dire quoi? Être marié, avoir 2 enfants? Qu'est-ce que ça veut dire? D'éviter de larguer sa nana par SMS quand on est président de la République, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bon, pourquoi président? Non, pardon, ça c'est pas possible de demander l'exemplarité dans la vie privée des politiques. Non, Frédéric? Si, l'exemplarité dans la vie privée, c'est ne pas faire ce que les Français n'accepteraient pas de faire eux-mêmes. Quoi? C'est-à-dire, par exemple, je ne vois pas un homme politique exemplaire vomir dans la rue en sortant d'une boîte de nuit, parce que ça c'est pas un homme politique. D'accord, dans les comportements. Oui, je parle des comportements. Le côté marié ou pas marié, ça n'a aucune importance. C'est pas cela qu'on demande à un homme politique. On lui demande en tout moment, il est élu au nom du peuple, il représente le peuple. À partir de là, il doit. Il y a une responsabilité qui s'impose au peuple. Bien sûr. On ne vient pas en short. Par exemple, on ne vient pas en short et en maillot de foot à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas respecter le peuple. Ça ne dérange pas tant. Oui, c'est un tout. C'est ce que vous nous dites, Frédéric, c'est un tout. À partir du moment où on a un mandat électif, et surtout qu'on est payé par l'argent public, que ce soit par la tenue, par l'attitude, par ce qu'on fait dans la vie, on est tenu à une certaine responsabilité. Oui, on a cette obligation, en fait, de rendre au peuple ce que le peuple donne en donnant sa voix, en disant toi, vous allez me représenter. Je veux que vous fassiez avancer les choses, améliorer les choses, etc. Mais j'exige de vous une honnêteté absolue, une exemplarité absolue. Merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir appelé au 0826 300 300 et d'être fidèle à Sud Radio. Franchement, autour de la table, je vous le dis, moi, le débat toujours sur l'exemplarité des politiques, je regarde ça avec beaucoup de prudence, parce que l'exemplarité, on ne sait jamais où elle s'arrête. C'est comme la haute transparence pour la vie publique, ça avait soi-disant un bon intérêt qui était de voir que les mecs ne planquaient pas de l'argent en Suisse, etc. Bon, maintenant, c'est pour espionner quel ministre a une montre qui coûte cher, combien ils ont de patrimoine immobilier. Je suis très gêné. Au même titre, par contre, quand vous avez une société, il vous arrive un moment de louper la date pour l'URSSAF, de louper une date pour la TVA, d'oublier de faire une déclaration, et pour autant, vous n'êtes pas condamné en place publique. Peut-être qu'on a le droit à l'erreur. Maxime, on ne parle pas de la même chose. Nous avons hérité d'un symbolisme de la politique, ce sont la fameuse notion des 2 corps du roi. Du moment où la personne devient un élu, devient un responsable politique, devient un président de la République, la fonction devient quasiment sacrée. Et que donc, de remettre du profane, et puis en plus surtout du métallique, surtout l'argent dans la société française, qui est héritière d'une vieille tradition chrétienne. On ne peut pas obéir à 2 maîtres, c'est les propos de Jésus. On ne peut pas obéir à 2 mètres, on peut pas obéir à Dieu, et on ne peut pas obéir à Stéphane, dans un grand moment de communion, tous ensemble dans ce studio. Ça, d'accord, l'argent, est-ce que c'est pas aussi un problème? Non, mais d'accord, nous sommes héritiers, mais quand on voit
voit le problème qu'ont la plupart des Français et même aujourd'hui des politiques avec l'argent. Regardez, Éric Dupond-Moretti, il n'avait volé son argent à personne. Ça a été, il avait des comptes en banque dans des paradis fiscaux, ce qui posait problème. On lui a surtout reproché une marque de bagnole et une marque de montre. Donc vous voyez bien, vous pouvez avoir une haute autorité qui surveille que vous n'avez pas planqué quelque chose et en même temps que ce soit pas public pour tout les citoyens. Oui, non, mais ça c'est sûr. Oui, mais donc vous voyez bien que quand on réclame la transparence, c'est l'ultra-transparence. En revanche, jusqu'à des régulations, bon. Ouais, encore une fois, tout ça est très représentatif de ce qu'est la France et on passe de rien à tout. Exactement. Voilà, on prend la loi Sapin 2, on fait une haute autorité. Aujourd'hui, quand vous êtes élu, le PNF, on passe de rien à tout. Nous sommes un pays d'excès. Voilà. Et donc ça c'est à souligner. Deuxièmement, le populisme moral. Moi, je suis comme toi, je m'en méfie. Voilà, parce que quelqu'un qui est mis en examen est présumé innocent. C'est quand même une règle de droit. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez des tas d'élus. J'en ai compté à peu près 2000 qui sous ce mandat ont été mis en examen et ont été et se sont présentés aux élections municipales. Voilà. Et après il y a une poursuite du jugement. Donc attention à ce populisme facile. Vous dites populisme facile sur ça. Populisme moral. Regardez, vous prenez des grands hommes politiques. Vous prenez Winston Churchill. Winston Churchill, c'est un homme politique très représentatif, visionnaire, courageux, et pourtant il était raciste. Maîtresse. Il avait des défauts. Mais il avait des histoires de thunes, surtout. Il avait des histoires d'argent. Il avait un rapport, au racisme très particulier, etc., etc. Ça a été un grand homme politique. Donc attention. Il avait de la chance aussi que sa mère ait été la maîtresse du roi d'Angleterre. Puisqu'on a décidé de remonter jusqu'à Churchill et Pasqua, mesdames, messieurs, on va poursuivre la conversation. Et vous aussi, Brice Sokol a utilisé le mot d'excès. Est-ce que c'est excessif aujourd'hui de demander à ce que peut-être les politiques soient plus blancs que blancs? Vous connaissez le numéro 0826 300 300, application, réseaux sociaux Sud Radio. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. C'est un débat décidément qui continue à faire parler ici sur Sud Radio. Ce débat, on part évidemment de l'exemple Rachida Dati, mais ils sont tellement nombreux. François Bayrou, aujourd'hui Premier ministre, rappelez-vous, mis en examen, demandé de partir par Emmanuel Macron parce que c'était la fameuse règle. J'aimerais quand même qu'on prenne le temps de réécouter peut-être le président de la République qui, lorsqu'il était candidat en 2017, garantissait la règle de mise en examen sortie du gouvernement, voir l'évolution aujourd'hui et qu'on poursuive le débat sur la difficulté aujourd'hui d'être un politique et d'être mis en examen. C'était le candidat Emmanuel Macron. Votre conception des choses, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Vous savez, devenir président de la République, c'est être le garant des institutions dans notre Constitution. Ça veut dire être celui, au-delà de l'action qu'il a à mener, de ce qu'il a à dire, qui garantit la dignité de notre vie publique et le bon fonctionnement de nos institutions. Pensez-vous que c'est possible lorsqu'on a soi-même des démêlés qui préexistaient? Je ne crois pas. Vous voyez, je ne crois pas, et le politique est le garant des institutions, mais regardez le Premier ministre autour de la table, c'est vrai qu'il est aujourd'hui en poste, il avait été sommé de partir par Emmanuel Macron, il a d'ailleurs été relaxé. De la Défense aussi, Marielle de Sarnez, et qui en est morte de cette mise en examen. Elle est morte quelques semaines dans l'affaire des collaborateurs au Parlement européen. Plus tard, ça a éteint les poursuites contre elle, et c'est peut-être aussi que psychologiquement ça a pu faire évoluer Emmanuel Macron. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais moi il y a 2 points que je vais mettre en avant. Le premier, c'est qu'on a fait rentrer la société du spectacle dans le politique. Exactement. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est ce phénomène. Donc, et là, on tombe sur le deuxième point qui, pour moi, découle directement du premier, c'est que dans la tête du Français, et je pense qu'on a tous ce sujet-là en tête, c'est que la politique, c'est sale. Et quand on veut quelqu'un qui incarne le pouvoir, on veut pas quelqu'un qui est forcément honnête, on veut pas d'un béni oui-oui, de quelqu'un de naïf, de gentil. On veut quelqu'un qui met l'expression, les mains dans la merde. C'est ce qu'on souhaite. Parce qu'on veut avoir quelqu'un qui nous protège, quelque part, et qui est un requin parmi les requins. Et ce phénomène-là, quand on moralise la vie politique, bien sûr, ça crée une tension inévitable, inérable dans la société. Et à mon sens, c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
Et j'ai du mal à statuer. Et puis il y a un autre truc, Mehdi, et on a souvent discuté de ça, c'est qu'on a remplacé une classe politique de gens qui faisaient de la politique par des crânes d'œufs sortis de la haute administration ou de la petite administration maintenant en plus. On a chuté de niveau en plus, et qui sont des gens qui ont un sens politique d'à peu près une borne incendie. Et que donc ils arrivent, ils se retrouvent maires ou ils ont un mandat politique et ils savent pas du tout de quoi ils parlent. Ils n'ont pas de colonne vertébrale idéologique ou d'expérience politique. Regardez le nombre d'élus aujourd'hui qui n'ont jamais dirigé une section, jamais dirigé une fédération, jamais dirigé tout court. Non, mais c'est ça aussi qui est Emmanuel Macron n'a jamais été élu avant de devenir président de la République. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez très peu de gens, très peu de jeunes notamment, qui veulent rentrer en politique parce que c'est mal payé. Il y a de l'ultra-transparence. Vous êtes poursuivis sur les réseaux sociaux, ça crée de la violence. Il y a aussi un problème inhérent aux partis politiques depuis très longtemps. C'est structurel, ils ne forment plus. Les partis politiques ne forment plus. La France Insoumise, ils forment. Maintenant, ils ont créé l'Institut Labo aussi. Ils ont compris qu'il fallait créer un think tank pour investir dedans, donc créer une classe politique dans 10 ou 15 ans. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Il n'y a que la Boétie qui fonctionne. Et c'est aussi dû à une chose en particulier, c'est que effectivement, les partis politiques et notamment les jeunes, les mouvements jeunes, permettaient d'organiser des soirées, d'organiser des sortes de colonies de vacances, etc. Ils avaient une expérience. Et tout ça, ça se faisait comment? Vous vendiez un briquet sur la plage, vous receviez 1 euro en échange, vous le déclariez pas complètement, ça permettait de payer ensuite la petite soirée que vous alliez organiser entre vous. Aujourd'hui, il y a une telle administration. Mais surtout, il y a une méfiance des mouvements jeunes. Ils ont très peur des mouvements jeunes aujourd'hui. Mais ce que dit Loufritel est très juste, et c'est ce qu'on disait juste pendant la pub, tous ensemble. Regardez le nombre de fois où le maire de votre village, à l'occasion, quand il supervisait une sortie scolaire, peut-être un parent, c'est ce que disait Arnaud Stéphane, il vous manquait 10 euros pour que le gosse monte dans le bus à l'occasion d'une sortie scolaire ou dans le centre de loisirs. Vous inquiétez pas, on s'en occupe, c'était de la confiance. Aujourd'hui, cette relation de confiance, mais même regardez les chefs d'entreprise. Le Valois, je défie les chefs d'entreprise, même si vous étiez en retard de facturation, aujourd'hui vous montez plus dans le bus. C'est ça, et je défie les chefs d'entreprise qui nous écoutent de nous dire qu'il n'y en a pas un qui s'est pas un jour arrangé avec l'administration, avec un salarié, avec un complément en liquide, avec une embauche un peu sur le truc, parce qu'en fait c'est au bout d'un moment la vie, les règles sont faites un peu non pas pour être enfreintes, évidemment l'idée n'est pas d'encourager les gens à enfreindre les règles, mais parfois elles sont tellement contraignantes, surtout en France. Vous ne réussissez pas dans le monde de l'entreprise si à un moment vous ne marchez pas sur la ligne. Et je me souviens d'un grand avocat qui défendait justement les grands patrons et les politiques, qui me dit à un certain niveau, peut-être de pression, d'envie, d'ambition, si vous ne franchissez pas la ligne jaune, à un moment vous avez peut-être le pied dessus. Brice Sokol. Et c'est ça, parfois, on a la sensation que les politiques... Je partage complètement ton analyse. Je rajouterai le fait que depuis 30 ans, la politique se réduit au budget. C'est-à-dire qu'on te prépare, on te présente pas si tu veux, vraiment d'imaginaire politique. On te dit voilà, la politique se réduit à là je vais enlever X% de budget, là je vais rajouter tant de %. En fait, on a une vision budgétaire de la politique, et parfois aussi, comme vous le disiez, une vision purement. On fait de la communication, on fait plus de la politique. On fait de la communication, on fait du budget, on a judiciarisé la politique, et donc le vrai sens de la politique, on ne le retrouve plus aujourd'hui. Et on ne le retrouve plus aussi parce que les partis politiques, mais comme les syndicats, aujourd'hui ne forment plus à la chose publique. Avant, tu avais des partis politiques, tu avais des formations, et tu avais des écoles, et on apprenait, et idem dans les syndicats, et tous ces corps intermédiaires qui formaient notre conscience publique et politique aujourd'hui n'existe plus. Petit sujet et dernier sujet léger après ces deux sujets intenses, et j'imagine que certains vous nous écoutez depuis la plage, depuis la piscine, et là subitement une envie vous prend. Est-ce qu'on n'irait pas se prendre un café, un verre ou une glace peut-être sur le Remblai ou sur le petit village derrière la plage? Petit Marcel. Et c'est là le sujet. Est-ce qu'il faut porter un Marcel? Je vous dis ça, mais c'est un vrai débat sérieux. Le maillot de bain en centre-ville, doit-on sanctionner beaucoup plus sévèrement? Vous allez me dire, c'est déjà sanctionné. C'est vrai, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde, parce que le maire des Sables-d'Olonne a décidé de faire une petite campagne, disons, de prévention, en disant 200 ans d'élégance sablaise, ce n'est pas pour finir en slip dans nos rues, un peu de tenue. Il faut rappeler que c'est en effet sanctionné d'une amende de 150 €, mais est-ce qu'on est quand même dans un pays, on parlait de confiance, de civisme peut-être, où on va en être, mine de rien, à sanctionner et à peut-être demander à la police municipale d'aller derrière chaque baigneur qui sort un peu trempé de son bain de mer et qui va chercher une place torse nu. C'est le signe de quoi ça? Brice Sokol, Arnaud Stéphane, Loufritel, Médira, je vous pose la question. Moi, je veux dire, à titre personnel, moi, je suis assez. Moi, ça m'effraie, je vous dis. Je suis assez choqué
je suis assez choqué parce que on a commenté il y a quelques semaines, vous savez, dans le 7e arrondissement, on voulait pas de supérettes. Oui. À Montmartre, on veut plus de touristes. Sur les plages, on veut des gens qui se promènent en costume cravate. Je suis un peu caricatural, mais je veux dire, c'est pas ça la société française. Je veux dire, on est dans une société, voilà, soit on crée chacun des cases et on fait des territoires pour riches, pour pauvres. Mais pourquoi alors je veux bien qu'il y ait on dit quoi, un dress code, voilà. Un dress code minimum. Mais je veux dire, mais la liberté d'aller et venir, puis on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous eu la chance de vivre dans des familles bourgeoises, on n'a pas tous les mêmes codes. Voilà, il faut. Je suis pas d'accord avec ça. Les familles bourgeoises, ça c'est de la flûte. Ma mère, elle a grandi dans une ferme au Pays Basque. Vous n'avez pas m'expliqué elle sort. On a l'impression qu'elle va au bal à chaque fois qu'elle va. Il faut accepter la différence sociale. C'est ça le sujet. Non, mais c'est aussi ça le sujet. C'est-à-dire que quand les parents vous ont pas éduqué à vous habiller, à vous entretenir. On parle beaucoup de sujets de sécurité aujourd'hui dans ce pays, la sécurité du quotidien. Mais est-ce que les sujets sécuritaires sont pas aussi, il y a eu des problèmes d'ailleurs, je crois dans cette même commune il y a quelques semaines. Est-ce que ça c'est pas un vrai sujet? Je veux dire, la manière dont on s'habille, dont on se promène, la manière dont on parle. Alors après on peut dire voilà, moi je veux plus que tu viennes parce que tu parles mal, parce que tu dis wesh, parce que etc. Je pense qu'il y a un moment. Tu rentres pas en basket. Non mais ce que je veux dire, c'est pas la police municipale qui corrige. Non mais il y a une différence. Non mais juste pour rebondir sur ce que dit Arnaud Stéphane, il y a quand même une différence entre certains endroits privés qui disent oui il y a un dress code obligatoire, vous pouvez pas venir en short, en t-shirt, ça s'entend totalement, et d'aller, on va dire, dans une ville réglementée, faire une campagne, c'est-à-dire que ça devient quand même un objet de tracasserie politique. Moi, c'est ça qui est un peu sidérant. C'est pas un truc de tracasserie politique. Arnaud Stéphane, se promener torse nu, c'est pas dans un seul endroit où il y a un maire qui est devenu fou. C'est que généralement, dans l'espace public, on ne se promène pas torse nu. Voilà, c'est comme ça. Deuxièmement, je suis désolé, il y a des règles communes de respect des uns et des autres. Dans ce cas-là, c'est sans fin. C'est le même débat sur les crop tops pour les filles, on disait oh là là, on voit le bout de nombril, c'est insupportable. Ça c'est un élément. Je suis pas sûr que ça soit l'endroit pour se mettre en crop top à l'école. Voilà. Je suis pas sûr que le crop top ce soit l'élément d'habillement qui soit. Mais non, on s'en fiche pas. Moi, je vais vous dire un truc. Je date pas de Charlemagne pour l'école. Au lycée Papillon, pour la référence avec le lycée Papillon. Il se trouve que de mon temps, vous arriviez à l'école, il y avait un surveillant à l'entrée, vous étiez en basket, il disait t'as sport aujourd'hui? Non? Bon bah tu rentres chez toi, tu vas mettre des chaussures. Les gens ne venaient pas en survêtement, etc. Est-ce que peut-être que le conservatisme peut-il se concentrer peut-être sur des éléments un poil plus importants que la tenue des gens? Il n'y a pas de petits combats. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de petits combats. Non, mais je suis désolé, il n'y a pas de petits combats. Je pense qu'il y a quand même Vous portez pas de crop top encore? Pas en studio. Pas en studio, en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être un entre-deux aussi. C'est-à-dire que toutes ces règles, elles traduisent quoi? Elles traduisent une incapacité des gens aujourd'hui à pouvoir s'adapter et à se mettre à la place de ceux chez qui ils sont à ce moment-là. C'est-à-dire que, effectivement, vous êtes dans un tout petit village au bord de la mer. Les habitants eux-mêmes vivent à moitié en maillot de bain avec des paréos, etc. Vous pouvez vous le permettre. Vous allez au Sables-d'Olonne, c'est une petite ville, c'est pas pareil quand même. Vous êtes qui sur passe de 52 000 habitants dans l'année à 280 000, donc ça devient presque un lieu subitement très populaire. Et c'est vrai qu'il y a aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur effectivement le refus par exemple des touristes à Montmartre, etc. Et il y a une telle massification, surtout pendant les vacances, des touristes présents. C'est même plus des voyageurs, c'est des touristes dans la surconsommation et avec aussi l'impression d'être un peu envahi, que effectivement je comprends qu'il y a un peu d'agacement. Est-ce que ça justifie que ça aille aussi loin dans une campagne en plus qui coûte de l'argent public? Oui, j'imagine. C'est surtout ça le point. La police municipale, c'est un peu. Elle a peut-être d'autres missions que d'aller verbaliser. Ça c'est la menace. On n'en est pas encore là, bien sûr. C'est la menace, mais c'est vrai que c'est aller peut-être un peu loin. 0826 300 300. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de nous appeler en direct sur Sud Radio. Alors, est-ce que vous êtes une conservatrice absolue ou au contraire, laissons un peu vivre les gens? Vous êtes dans quelle équipe? Les deux. Les deux, mon capitaine, c'est-à-dire mon capitaine. Les deux. Moi, j'habite dans une touche touristique très. Vous êtes du côté de Perpignan, Diane, c'est ça? Argelès-sur-Mer, bien sûr. bord de plage, voilà, Saint-Cyprien, Canet, Couliures. Donc on a pas mal de touristes, surtout actuellement. Oui, je suis pour les deux, tout simplement parce que, écoutez,
Moi, je m'en vais à la plage. J'y vais régulièrement. Quand sur la plage, qu'on ait une tenue, n'importe quoi, laquelle, j'en ai rien à foutre, qu'on peut être à l'aisselle nue. Il y a même des naturistes juste à côté, un peu plus loin. Oui. Encore un autre débat, parce que là, il n'y a pas de vêtements du tout. Voilà, à une époque, ça ne posait pas de problème. Voilà, mais on est sur une plage, moi ça me pose pas de problème. Ni le complet comme là on en parle beaucoup, ça ne me pose pas de problème à partir du moment où on a le respect vis-à-vis de tout le monde. Voilà, on a du respect. Sur la plage, il manque du respect. Mais s'il y a du problème, pourquoi ne pas les accepter tout le monde? Si on est libre, on est en France, ça s'appelle la République, liberté, égalité, fraternité. Donc je vois pas pourquoi. Par contre, quand moi je m'en vais au restaurant, en bord de plage, oui. Si c'est sur le sable, qu'on soit en maillot de bain, ça me gêne pas. Tous les bars à bord de plage, ça me gêne pas. C'est propice à être comme ça. Par contre, quand vous vous promenez, il y a un certain respect. On peut avoir une tenue, quand même, avoir respect. J'ai pas envie d'avoir la bedaine du mec qui est à côté de moi. J'ai pas envie d'avoir les poils qui se baladent de tous les côtés. J'ai pas envie d'avoir les seins qui tombent, comme qui arrivent aux genoux, quand on les reprend, on les remet comme sur les épaules. J'ai pas envie d'avoir tout ça. Oui. Un peu d'élégance. Oui, on la regarde. Voilà, un peu plus de respect. C'est même pas de l'élégance, c'est de respect. Vis-à-vis des autres. Poids de mon voisin. Non, en fait, si vous Diane, permettez, essayez, dites-moi si je me trompe, que j'essaie de résumer votre pensée. Si on n'a pas un corps de dieu grec ou de déesse grecque, on évite de se balader à moitié nu. C'est ça, Diane? Mais non, pas du tout. Moi, je disais, il y a des Apollons qui se baladent sur le cul. J'ai pas envie de les avoir non plus. J'ai pas envie d'avoir un monsieur muscle qui va se balader de son côté, un monsieur muscle qui montre ses muscles là et qui vous arrive. Non plus, j'ai pas envie d'avoir ça. Il respecte, il se met un t-shirt, Vous m'excuserez, il y a des femmes qui, il y a des seins qui tombent, il y a des mecs qui a tout qui tombe en bas. Oui. Il y a des hommes qui ont plus de seins que les femmes d'ailleurs. Merci beaucoup Diane de votre franc-parler, de votre bonne humeur sur l'antenne de Sud Radio et pour ces débats. Dans un instant, on va conclure cette période d'échange dans vos grands débats de l'été sur Sud Radio avec les coups de cœur et les coups de gueule de la troupe qui m'accompagne. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Allez, avant que tout le monde se réfugie dans les casse-croûtes, dans les pique-niques et ceux qui peuvent le prendre sur la plage, dans le sud, sur leur terrasse ou tout simplement ceux qui travaillent, dites-vous que à ce moment-là de l'émission, votre journée est presque terminée ou disons que vous en êtes à la moitié. C'est déjà énorme, les coups de cœur et les coups de gueule des uns et des autres. Je commence par vous, Lou Fritel. De ce que je comprends, c'est un petit coup de gueule par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Tout à fait. Donc mardi, Zelensky a donc ratifié le président ukrainien a donc ratifié une loi visant à mettre sous l'autorité d'un procureur nommé par le président de la République les deux principaux organismes de anticorruption en Ukraine. Sauf que l'Ukraine est un pays qui est quand même connu pour ses problèmes de corruption, qui est très corrompu, et ce qui fait aussi que le Premier ministre Viktor Orban, c'est un argument qu'il donne souvent pour dire pourquoi il vote contre l'aide à l'Ukraine. Donc il donne des arguments à ses adversaires, et en plus c'est vrai que l'Ukraine voudrait à terme quand même rentrer un jour dans l'Union européenne. Donc ce ne sont que de mauvais signaux et qui donnent des arguments aux pro-Poutine, pro-russes et à ceux qui voudraient voir la guerre finir ainsi. Donc l'Ukraine qui décide donc on va dire de ne pas accélérer, pourtant ce qui lui est aussi demandé de la part de l'Union européenne, c'est-à-dire que les doutes récents, et ça ressemble beaucoup aussi à tout ce qui s'est fait, que ce soit en Roumanie, en Hongrie, en Israël, sur les questions d'atteinte à l'état de droit. Avant le 7 octobre, vous aviez énormément, et vous en avez encore aujourd'hui, d'Israéliens qui descendaient dans les rues contre la réforme de la justice de Netanyahou. Et ce sont de mauvais signaux envoyés, c'est contre-productif complètement. Et il faut dire en plus, chose dont on ne parle pas beaucoup, que les Ukrainiens actuellement sont dans la rue pour manifester contre cette décision. Et ils manifestent, ils n'ont pas le droit d'y être, ils y sont. Mais dirais-je, coup de gueule, vous, sur la situation d'Alexander Pupiansky, si je le prononce bien cette fois-ci, contrairement à Virenque, qui a gagné à juste titre 2 fois devant la justice européenne. Oui, mais il y a un mais. Non, en fait, c'est dans la droite lignée de ce qui se passe avec Nicolas Kippé, le tour de vis budgétaire, on veut nous enlever des jours fériés. Mais il faut savoir qu'au niveau européen, donc Alexander Pupiansky, donc qui est fils d'un oligarque russe, a été sanctionné 2 fois par la justice européenne, et la justice européenne a perdu 2 fois
face à lui. Dire que on est en train de faire tout un procès politique à cet individu parce qu'il est fils d'eux, et au final, il a perdu. Enfin, l'Union européenne a perdu 2 fois, la justice européenne a perdu 2 fois contre lui, et donc il va attaquer l'Union européenne. On va devoir payer 20 millions d'euros de dommages et intérêts. 20 millions d'euros. Voilà, ça peut monter jusqu'à 20 millions d'euros de dommages et intérêts. Ça a été relayé par Le Figaro. Et donc, qui va payer la note à la fin ? C'est le contribuable européen. Donc c'est nous. Donc on passe d'une justice, d'un calendrier politique quand même de la justice européenne qui veut se faire finalement quelqu'un comme Alexander Pupiński parce qu'il est fils d'eux. Donc c'est un sujet qui est important à mon sens parce que ça veut dire que c'est le contribuable européen qui va devoir payer les errements politiques d'une justice européenne qui se veut politique, qui passe finalement d'une justice politique à plus une justice de la responsabilité individuelle. Donc il faut absolument mettre ce sujet sur la table. Donc Alexander Pupiński. Donc je tiens à signaler ce sujet. Parfait, merci beaucoup mon cher Mehdi Reich. Brice Sokol, vous un coup de cœur, ceux peut-être qui sont dans le coin ou qui sont actuellement sur le territoire vont pouvoir profiter d'un petit festival de jazz. D'un grand festival de jazz. Moi je voudrais souligner en fait, j'étais au festival de Marciac, festival de jazz que vous connaissez tous. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est la première fois où j'y allais, et avec un maire d'une commune de 1400 habitants qui a réussi, il a commencé en 1978, dans ce territoire rural, dans cette petite commune, à créer un festival international de jazz. Et au-delà de créer ce festival international de jazz, il a créé une école de musique, il a sauvé son collège, il a transformé une ancienne caserne en hôtel. En fait, il a fait une charte esthétique pour sa ville, il a refait la place centrale. C'est-à-dire, c'est comment la culture est aussi un moyen. Très vous avez une vraie volonté politique et que vous avez toutes les planètes alignées, le Conseil général, le Conseil régional, l'État, évidemment, c'est important. On peut faire des choses, c'est-à-dire que dans ce pays, avec de la volonté politique et avec une passion, on peut changer les choses, et la culture peut nous permettre aussi de combattre ces fractures territoriales. Et je trouve que c'était important de le souligner ce matin. Et merci à monsieur le maire, à Jean-Louis Guillaumont, le maire, aujourd'hui il est devenu maire en, je crois, 1995 de Marciac, d'avoir pris cette initiative et de l'avoir lancée. Les maires et les initiatives locales à retrouver, surtout si vous êtes dans ce coin, profitez de cet été pour faire un détour par le festival de jazz de Marciac. Et mon cher Arnaud Stéphan, vous concluez par un hommage. Oui, un hommage, un coup de cœur, hommage à Loïc Le Floch-Prigent, car ce sont les funérailles de Loïc Le Floch-Prigent aujourd'hui. Loïc Le Floch-Prigent a été un très grand patron. Il a été le patron d'Elf, il a été le patron de Gaz de France, il a été le patron de la SNCF, il a été le patron de Rhône-Poulenc. Ces dernières années, il s'était lancé dans une quasi-croisade pour la justice autour du prix de l'électricité, de l'énergie. Il essayait d'expliquer de manière simple et de manière... il vulgarisait des choses extrêmement techniques sur l'énergie, sur particulièrement le nucléaire. Il avait été pourfendeur de toutes les réformes que nous avions subies en France. Mais surtout, c'était quelqu'un d'extrêmement ouvert et qui s'exprimait beaucoup, puisqu'il m'avait demandé, nous étions devenus amis en 2023, il m'avait demandé de l'accompagner pour créer le cercle Entreprise et Liberté, qui essayait de faire des réunions justement avec des très grands patrons, avec monsieur Fontana par exemple, qui était encore à l'époque chez Framatome, pour parler de l'avenir de l'énergie, du nucléaire, et même avec des gens qui étaient des écologistes et qui étaient à rebours évidemment de ce qu'ils défendaient. Toujours le débat. Et malheureusement la maladie l'avait un peu écarté de son activité publique. Il restait actif par écrit, mais malheureusement moi et d'autres avions cessé de le voir. Donc aujourd'hui on va dire adieu à Loïc Le Floch-Prigent. Ça sera au Père-Lachaise cet après-midi à 15h30. Merci beaucoup mon cher Arnaud Stéphan, et d'autant plus de le faire ici sur Sud Radio. Loïc Le Floch-Prigent était un habitué des micros de cette antenne où, comme vous le mentionniez, ça a toujours été un pédagogue absolument hors norme et un homme de conviction qu'il n'est pas toujours facile de croiser dans le couloir des médias. Merci à tous d'avoir été dans ce studio ce midi pour vos grands débats de l'été. Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match, Mehdi Reich, analyste politique, Brice Sokol, politologue, essayiste et co-auteur avec Frédéric David de Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube, ainsi qu'Arnaud Stéphan, le fondateur de l'agence La Note de Com. Merci beaucoup. Dans un instant, après votre journal et le tour du tour avec Joseph Ruiz, on sera en ligne avec Sandrine Josso. C'était cette députée qui a accusé ce
un sénateur de l'avoir soumis chimiquement à l'occasion d'une soirée. Elle est devenue la figure de proue de ce combat-là et elle passe un coup de gueule sur Sud Radio. Le décret pour favoriser la prise en charge des victimes de soumission chimique dont on a également beaucoup parlé au moment de l'affaire Pilico, n'est toujours pas signé. Ça devait être le 1er juillet. Nous sommes le 24 et ça n'est toujours pas fait. Pour elle, c'est une priorité. Et à partir de 12h30, le collectif Carton Jaune ou Nicolas Quipé, est-ce qu'on va voir un immense mouvement social à la rentrée? On en parlera avec le politologue Luc Legras. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Comme d'habitude, à partir de midi, après votre journal et la météo, on retrouve Joseph Ruiz. Bonjour Joseph. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Tous les jours avec vous, vous nous racontez le Tour de France à travers 3 mots que vous avez choisis aujourd'hui. Intrus, arrogance et l'ose. Ouais, et je les ai bien prononcés. Oui, bravo. Alors là, il n'y avait pas de piège. Maxime. Oui, on aurait pu dire l'oser. Oui, c'est vrai. On aurait pu tenter. Une possibilité. Avec un peu de panache, vous auriez pu tenter quand même. Alors démarrons donc par Intrus. Alors je vais vous expliquer et raconter cette histoire assez incroyable et finalement pas si drôle. Un cycliste amateur qui s'est introduit à vélo sur le final de la 17e étape du Tour de France à Valence. C'était hier. Il a été placé en garde à vue. Il a été intercepté par la sécurité. Une interception qui a été musclée. Imaginez la scène. Il pleut des cordes à Valence sur la ligne d'arrivée. On attend les coureurs qui arrivent dans 2 minutes environ. Un peloton de plus de 150 coureurs professionnels lancés à une vitesse vertigineuse à vélo. 65 km/h environ. Tension à son comble sur la ligne d'arrivée. Et là, un homme sort de nulle part. Maillot d'une équipe du Tour de France sur les épaules. Un policier le voit, lui fait des grands signes, mais l'homme ne s'arrête pas. Il continue de rouler vers la ligne d'arrivée. Refus d'obtempérer clair. Il le bouscule au sol. Le policier tombe à plat ventre aussi sur le bitume. Il pleut, on imagine la scène. Un membre de l'organisation sprint pour bloquer l'intrus et l'écarter au plus vite. Les coureurs arrivent. Ils vont parvenir à dégager la zone. 2 minutes plus tard, les sprinteurs passent cette ligne. 7 habitants de Montélimar voulaient honorer en fait, Maxime, un pari. Oui, c'est le plus insupportable finalement. C'est il s'est filmé. Le pote qu'on ne veut pas avoir qui fait les paris jusqu'au bout. C'est pas clairement, possible. là c'est un pari complètement débile, on peut le dire. Il s'est filmé et il a diffusé sur TikTok, fier comme un coq. Il s'est filmé durant la course pour annoncer son passage à l'acte. Écoutez ce qu'il dit. Il est filmé par une caméra et alors qu'il va passer à l'acte, il se trouve derrière les barrières de la ligne d'arrivée. On l'écoute. Charbonné à fond, il pense que c'est lui qui va passer la ligne d'arrivée le premier. Il sait pas qu'il y a un mec qui est juste derrière une barrière qui veut passer. C'est moi qui vais gagner la course. Voilà, je vais gagner la course. Et voilà, on l'entend dire voilà, je vais gagner la course, je vais la gagner cette course, une vidéo, et après il passe la barrière et il monte sur son vélo, une vidéo avec un titre, je fais le Tour de France, fait FAIT évidemment, donc soit dit en passant, sa vidéo a été supprimée de son compte. Inutile de rappeler que ce n'est absolument pas drôle, que ce jeune a mis tout simplement des vies en danger et qu'il risque une lourde condamnation. Et surtout quand on fait des paris en soirée, on ne doit pas toujours les honorer, c'est le principe de ce type de pari. Exactement. Le deuxième mot, Joseph, que malheureusement je connais très bien, c'est le mot arrogance. Mais non, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout. Cher Maxime. Passe d'armes entre Tadej Pogačar, le maillot jaune, et les autres acteurs du Tour de France. Lors de la 16e étape du Tour de France, Nils Politt, le coureur allemand, s'est installé en tête de peloton. Alors c'est un équipier de Tadej Pogačar et il a tout simplement refusé aux autres la possibilité d'attaquer. Il trouvait les coureurs agités, trop agités. Et ça, c'est un comportement qui ne plaît pas. Thomas Vauclair a poussé un coup de gueule à l'antenne de France TV contre l'équipe du maillot jaune. C'est de l'indécence. Voilà ce qu'il a dit. C'est le sélectionneur de l'équipe de France, on le rappelle, Thomas Vauclair, Jean-René Bernaudot, ancien patron de la Total Energy, une des plus grandes équipes françaises. Lui non plus n'est pas content. Sur RMC, il a parlé d'une sorte de caste. Les gros veulent écraser les petits. Il faut le dénoncer. Tadej Pogačar réfute et il a contre-attaqué en disant on a essayé de calmer les choses, de contrôler le rythme de la course. C'est notre rôle. On ne cherche pas à être arrogant, on essaye juste de rendre la course la plus facile possible pour gagner. Certains feraient mieux de se taire. Ça sonnera super arrogant, mais bon, fin de citation. Oui, on confirme. Ça a sonné très arrogant. Et le dernier mot, Joseph, de ce tour du Tour, c'est l'Auze. Oui, parce que c'est aujourd'hui le col de la Lauze, c'est à Courchevel et l'étape du jour s'y termine. Le col de la Lauze, c'est un lieu magnifique vers l'Altiport, dans la station des Alpes, mais c'est une horreur à grimper aussi à vélo, 27 km de souffrance, et dire qu'avant ça, les coureurs devront aussi passer par le col du Glandon, le col de la Madeleine, tous aussi difficiles les uns que les autres, et tous les regards seront tournés vers Jonas Vingegaard, deuxième du classement général qui l'annonce. Je suis prêt à sacrifier la deuxième place
pour aller chercher la victoire. Servez-vous un grand verre d'eau, chers amis, chers auditeurs. Cet après-midi, annulez vos rendez-vous, mon cher Maxime. Et rendez-vous pour l'arrivée Sud Radio avec Frédéric Brindel vers 17h15. Mais ce sera fait. Merci beaucoup, Joseph, pour comme chaque jour entre 10h et 13h à partir de midi, on vous retrouve pour le tour du tour. Merci beaucoup. Merci, Maxime. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On ne fait pas qu'écouter Joseph Ruiz et suivre le Tour de France, même si c'est bien sûr une grande partie de l'activité de Sud Radio. Il y a le standard aussi, 0826 300 300. Bonjour Romain. Bonjour à tous vos auditeurs. Merci beaucoup de nous avoir appelé au standard. Manu a décroché à la vitesse de l'éclair. Et comme d'habitude, au moment de cette... Mais bien sûr qu'il est extraordinaire. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. C'est le thème de l'été. On en fera peut-être un débat dans l'émission demain. Mais non, mon cher Romain, dans cette séquence, vous le savez, les auditeurs sont amenés à appeler pour réagir sur ce qui a pu faire débat lors de la première heure. Et vous avez décidé d'appeler pour la mobilisation du 10 septembre. L'appel à bloquer le pays, ou en tout cas à se mobiliser fortement. C'est sans syndicat, c'est totalement apolitique. Vous ferez partie des gens capables de vous mobiliser le 10 septembre, ou mieux, vous allez vous mobiliser le 10 septembre? Alors justement, pour l'instant, on va dire qu'on est encore un peu dans l'observation de voir quelle capacité de rassemblement à cette démarche. J'insiste sur le fait, vous l'avez dit, mais j'insiste vraiment auprès de toute la France. Ce mouvement, il est vraiment impersonnel. C'est le peuple. Il n'est pas palpable. Il n'est pas identifiable à travers un visage. Donc à partir de là, il faut bien comprendre que quand vous mettez, j'ai vu, ils ont associé ça à Jérôme Rodriguez, aux Gilets jaunes et compagnie. Il faut pas tomber dans le panneau. C'est vraiment quelque chose de spontané qui vient, on va dire, du bas peuple, qui vient. C'est la lame de fond qui je l'espère, va enfin porter ses fruits. Enfin, si vous voulez mon avis, ça c'est très personnel, je parle pour moi, mais ça fait bien longtemps qu'il devrait y avoir des millions et des millions de Français dans la rue. Ça fait bien longtemps que tous nos représentants devraient être en prison. Parce que déjà d'une, ils nous imposent une austérité qu'ils ont causée eux-mêmes. Au-delà de ça, ils bradent les intérêts de la France tout le temps. Au-delà de ça, ils détruisent les services publics pour mieux les privatiser dans l'avenir. Enfin, qu'est-ce qu'on attend pour mettre tous ces, non pas incompétents, mais tous ces représentants du mal en prison? Ces gens-là ne sont pas là pour le bien de la France. Ces gens-là n'aiment même pas la France. Virons tous ces gens, mettons-les en prison, jugeons-les. Et remettons un petit peu de l'ordre dans ce pays. Ceux qui doivent être en prison, ou ceux qui doivent être dans les mains de la justice, mon cher Romain, pour l'instant, ils sont soit mis en examen et laissons peut-être la justice faire son travail. Mais vous, Romain, c'est intéressant ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire, moi, à titre personnel, mais vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce mouvement, potentiellement même d'y participer, de vous préparer à y participer? Quel a été l'élément déclencheur? Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui tourne rond dans ce pays. On est en train de creuser notre propre tombe. On est agonisant et on laisse encore les gens responsables de ça en place. Enfin, moi, comme je vous le dis à chaque fois, et j'ai souvent l'habitude de le dire à Patrick Roger, ce que je passe régulièrement, en fait, j'ai l'impression de vivre une caméra cachée. Vraiment, tous les jours, j'ai l'impression qu'on vit une caméra cachée. Le mec veut nous supprimer 2 jours fériés, alors qu'en fait, on fait 211 milliards de cadeaux aux multinationales. Vous vous rendez compte quand même que le premier poste de dépense de l'État, c'est les multinationales. Enfin, vous imaginez que si jamais demain on coupe les livres à ce niveau-là, les 211 millions, ça veut dire qu'en gros, je veux pas dire de conneries, en 15 ou 16 ans, on a remboursé la dette de la France. Bon, après Romain, on en a discuté ici même. Oui, non mais regardez, on en a discuté ici même de ce rapport. Vous évoquez ce chiffre des 211 milliards qui seraient les aides aux entreprises distribuées de l'État vers les grosses entreprises et les très grosses entreprises. Regardez, on en a souvent parlé, pour 250 millions qu'on donne à LVMH, sans doute pour de très bonnes choses. Eux font plus de 7 milliards de chiffre d'affaires et payent une quantité d'impôts extraordinaire. Non, tombez pas dans ce discours très français où justement les milliardaires, le ruissellement, les impôts. C'est pas du ruissellement. Non, Romain. Non, mais Romain, c'est pas du ruissellement, c'est factuel. C'est-à-dire que quand l'État fait un chèque de 250 millions, après c'est une autre question. Est-ce que l'État doit faire 250 millions à LVMH? Sans doute pas. En revanche, le fait est, alors attendez, que ça ne ruisselle pas, c'est vrai. Le fait est qu'il paye un certain nombre d'impôts absolument considérables en France, c'est le cas. Après qu'on n'en voit pas la couleur, malheureusement, c'est un autre sujet. Est-ce que vous pensez... Maxime, Romain, allez-y. Quand vous donnez 600 balles de RSA à un mec, vous êtes capable presque d'aller toquer chez lui pour vérifier, vous voyez, mais je suis d'accord, on est dans le contrôle absolu. Par contre, on donne des millions, voire des milliards à des boîtes qui payent déjà pas la fiscalité de tous les gens normaux. C'est vrai. Et en plus, ça se fait sans contrepartie, sans aucun contrôle. Vous vous rendez compte? Bien sûr, non mais vous avez entièrement Romain. Je suis d'accord avec vous. Dans quel monde sensé, ça paraît très fou. Bien sûr. En France, c'est normal. Mais est-ce que dans ce mouvement, vous sentez justement autour de vous, peut-être Romain, que c'est un mouvement qui monte, la sensation, on parle beaucoup du Nicolas Quipé, on parle beaucoup de ce sentiment de ras-le-bol
fiscal, vous le voyez partout. De toute façon, ouais, la colère. Enfin, moi, en plus, j'ai pendant longtemps eu un petit café de village, donc on va dire, j'ai vraiment. Et qu'est-ce que vous faites maintenant, Romain ? Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Là, maintenant, je suis retourné bosser un petit peu dans le bâtiment, dans la petite boîte familiale, parce que j'ai vendu mon affaire l'année passée. D'accord. Et vous avez eu ce café de village pendant combien de temps ? J'ai tenu ça pendant 7 ans. D'accord. La colère, elle est évidente, elle est légitime. Mais le problème, c'est que de toute façon, on va dire, les gens ne sont pas encore assez dans la merde pour bouger suffisamment. Je pense que dès qu'ils auront balancé à la télé 2-3 vitrines cassées, 2-3 black blocs, 2-3 trucs antisémites, et ben c'est bon, ça retombera comme c'est venu, comme le gilet jaune. Les gilets jaunes, j'y ai vraiment vu. Dès qu'il y aura des dérapages, ça suffira à tuer le mouvement. Bah, c'est pas les dérapages, parce que souvent c'est des choses qui sont orchestrées par le pouvoir. Hein. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Hein, donc, après, ça, c'est les discours complotistes, je sais, faut éviter. Mais en tout cas, moi, j'en ai été témoin. Bref, c'est pas le sujet. Ce qui est certain, c'est que les médias sont encore assez puissants pour faire retomber le truc. On va marteler sur BFM et iTélé qu'il y a des casseurs, qu'il y a des black blocs et compagnie, et puis il y aura une non-adhésion de la majorité des Français à long terme. Ça fera comme les gilets jaunes, j'en ai peur. Merci beaucoup, Romain, d'avoir exercé votre franc-parler à l'antenne de Sud Radio. 0826 300 300. Cette radio, vous le savez, est votre radio. Dans un instant, un sujet extrêmement important. On a beaucoup parlé ces derniers mois de soumission chimique, déjà avec le cas de cette députée Sandrine Josso qui, en prenant un verre pour se réjouir de la victoire d'un de ses collègues sénateurs, s'est vu drogué et une tentative de viol. Elle a d'ailleurs porté plainte contre lui. Et aussi évidemment le cas de Gisèle Pellico qui a ému non pas la France mais le monde entier, soumise chimiquement à son mari pendant des années et des années, puis violée bien sûr à répétition. C'est un cas qui aurait dû alerter, qu'aurait dû prendre en main naturellement le gouvernement. Mais figurez-vous que le décret pour favoriser la prise en charge de ces victimes de soumission chimique n'est toujours pas signé, alors que la loi a été votée en février et que le décret aurait dû être appliqué dès ce 1er juillet. La sénatrice, justement, victime de soumission chimique, Sandrine Josso, députée de Loire-Atlantique, porte-parole de l'association M'endors pas, qui est devenue l'illustration de ce combat-là, est avec nous dans un instant. Elle tient à alerter sur la situation et à pousser un coup de gueule. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. C'est un sujet qui prenne le temps qu'on prenne le temps d'aborder aujourd'hui, parce que c'est un sujet grave. Bonjour Sandrine Josso. Bonjour. Vous êtes la députée de Loire-Atlantique et on avait envie de vous entendre ce midi parce que vous avez décidé de prendre à bras le corps un sujet fondamental. Vous êtes aussi la porte-parole de l'association M'endors pas. Il y a quelques mois, vous avez décidé de porter plainte contre votre collègue sénateur qui, à l'occasion d'une soirée, vous a drogué, visiblement avec l'intention de vous violer. Et vous tirez la sonnette d'alarme aujourd'hui sur un sujet qui devrait pourtant faire consensus, mais ce n'est toujours pas le cas. C'est-à-dire que c'est le décret qui permet la prise en charge à titre expérimental des victimes de soumission chimique n'a toujours pas été signé. Est-ce que c'est bien ça ? Ce décret n'a toujours pas été signé. En fait, ce sujet, il fait consensus. C'est juste qu'on doit passer des paroles aux actes. J'ai proposé un amendement dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour faire en sorte que les victimes puissent accéder à des prélèvements de sang, d'urine et de cheveux le plus rapidement possible dans les heures qui suivent. Pourquoi ? Pour qu'elles puissent avoir des preuves. Et avec ces preuves, qu'elles puissent aller porter plainte. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe... Parce qu'en réalité, maintenant, actuellement, victimes, ce n'est pas ça, c'est ça ? Ça n'est pas comme ça que ça marche. Voilà, c'est ça, absolument. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, les victimes qui ont une suspicion d'avoir été droguées à leur insu, elles doivent tout d'abord aller porter plainte et après être allées porter plainte, elles peuvent avoir des prélèvements de cheveux, d'urine et de sang. Sauf que c'est un contre-la-montre et si on perd du temps, chaque minute compte, chaque preuve disparaît. On a moins de chances d'avoir des preuves. Donc il faut faire les choses à l'inverse, pour permettre d'avoir des preuves, pour que les victimes, voyant les résultats, puissent donc être confortées pour aller porter plainte, pour qu'on puisse endiguer ce phénomène. Et donc, ce décret n'a pas été signé. Il devait être fait au plus tard, donc ça devait être fait au plus tard
le 1er juillet. Aujourd'hui, cette date, elle est passée, donc c'est normal que moi, en tant que députée, je vérifie ce qui se passe. Et c'est-à-dire que j'ai donc ce pouvoir de contrôler le gouvernement et de leur dire qu'il faut absolument que les choses soient faites. Donc, mais surtout, ce qui est même incompréhensible. Ce qui est même incompréhensible dans ce que vous dites, pardonnez-moi Sandrine Josso, je rappelle vous êtes la députée de Loire-Atlantique et le porte-parole de l'association M'endors pas, c'est que, arrêtez-moi une fois de plus, mais il me semble que ce décret, c'était quand même fait pendant la promulgation de la loi sur le financement de la sécurité sociale, on est d'accord? Donc c'est des débats qui ont eu lieu. Donc c'est quand même des débats qui ont eu lieu il y a plus de 5 mois déjà. Et on est fin juillet et on n'est même pas capable de respecter les délais, disons, automatiques, disons, normaux pour la signature d'un décret. C'est ça qui va pas. Et ce sujet de la prise en compte, de la prise en charge des victimes dans notre pays, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que si on se compare à d'autres pays, on se désole. Il y a seulement 1% des victimes qui sont pris en charge. Actuellement, c'est le chiffre que vous avez, 1%? C'est ça. Donc, là, je ne peux pas me résoudre et je ne peux pas m'accommoder de cela. Vous comprenez bien que c'est important pour les personnes que je représente, pour les professionnels qui le demandent, pour les milliers de victimes, qu'on continue à demander à ce que les choses s'améliorent. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on a énormément de progrès à faire. On part de très loin et il faut jamais rien lâcher sur ce sujet. C'est prioritaire, c'est une question de santé publique. Mais surtout quand on se rappelle qu'en novembre 2024, accessoirement, Michel Barnier avait déjà promis un plan de lutte contre les violences faites aux femmes, précisément avec un volet concernant la soumission chimique. Mais Sandrine Josso, est-ce que vous comprenez ou pas non pas les excuses peut-être, mais les arguments du ministère de la Santé qui disent que bien sûr que ce décret est prêt, mais qu'il est actuellement étudié par la CNIL dont l'avis est nécessaire et que en réalité, si on suit là le calendrier, il pourrait, je dis bien pourrait, être signé en automne. Si on suit le calendrier, il aurait déjà dû être signé. Donc cette lenteur, moi quelque part, comme tout le monde, je trouve ça. Elle est exécrable en réalité. Pardonnez-moi, surtout sur un sujet comme ça. Surtout sur un sujet comme ça. Par contre, il y a quand même des bonnes avancées d'un autre côté. Je travaille main dans la main avec la ministre Aurore Bergé, avec l'association M'endors pas, toutes les personnes mobilisées, le centre de référence des agressions facilitées par les substances, pour qu'il y ait cette grande campagne on va dire de sensibilisation pour lutter contre la soumission chimique. Ça, nous, on y travaille. Ça, c'est en cours. Ça va avancer, ça avance sérieusement. On a l'appui de la ministre de l'Égalité. C'est très bien et c'est formidable. Mais d'un autre côté, le reste doit suivre aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je demande à ce que ce décret soit signé le plus rapidement possible. Merci beaucoup Sandrine Josso. Une dernière question. On a appris il y a un petit mois, bien sûr, que un procès a été est ordonné contre le sénateur Joël Guerriau, qui c'est contre lui que vous avez porté plainte à l'occasion de cette soirée pour soumission chimique. J'imagine que vous êtes soulagé de savoir qu'il y a un procès pour confronter les versions et surtout confronter celui que vous pensiez être votre ami, le sénateur Joël Guerriau. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire quelque part, comme toutes les victimes, je me sens soulagée. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la soumission chimique, c'est avant tout une confiance trahie. C'est déjà ça. Et donc moi, c'était quelqu'un qui était très proche de moi, donc quelqu'un que je connaissais depuis 10 ans. Et ce procès, il aura lieu les 26 et 27 janvier prochains. Je souhaite que ce procès puisse aussi faire avancer les choses, et c'est pour ça que je me bats, pour toutes les victimes de l'ombre. Et puis n'oublions pas qu'il y a aussi certaines victimes de soumission chimique qui ne savent pas qu'elles ont été droguées à leur insu. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas assez ce phénomène.
et aussi parce que c'est difficilement détectable. C'est pour ça qu'une grande campagne est aussi nécessaire et qu'on doit aussi accompagner d'un autre côté les victimes pour qu'elles puissent avoir des preuves pour porter plainte. Donc je me battrai jusqu'au bout pour l'application de ce décret. Et c'est ce que vous faites, notamment avec l'association M'endors pas, dont vous êtes la porte-parole. Merci beaucoup Sandrine Josso, députée de Loire-Atlantique, et merci de nous avoir alerté sur ce phénomène et la lenteur du gouvernement qui empêche la signature de ce décret pour un sujet pourtant majeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, Luc Gras, politologue, auteur de La démocratie en péril, viendra nous expliquer ces mouvements qui émergent d'un peu partout, les Nicolas Quipé, le collectif Carton Jaune. Est-ce qu'un mouvement de contestation peut émerger à la rentrée? Est-ce que les Gilets jaunes vont avoir le droit à une deuxième chance? Est-ce que les Français en ont suffisamment ras-le-bol pour tout d'un coup aller battre le pavé à partir de septembre et mettre le pays en arrêt total? C'est ce dont on va discuter dans la prochaine demi-heure. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Jusqu'à 13h, on va ouvrir la page d'un long dossier, celui sur les mouvements qui émergent ici et là. On le voit notamment sur les réseaux sociaux, on en parle avec cette expression. Maintenant, c'est Nicolas Quipé. Qui est Nicolas? Eh ben, c'est la classe moyenne, c'est celle qui paie, c'est celle qui trinque, c'est celle surtout qui en a marre, les Français qui en a marre. Et sans doute sont-ils de plus en plus nombreux. On parlait en début d'émission de ce mouvement qui appelle à partir du 10 septembre à bloquer la France. Est-ce que les Français en ont ras-le-bol au point peut-être d'aller battre le pavé? C'est la question à laquelle on va réfléchir avec vous. Luc Gras, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes politologue et votre dernier livre, c'est La démocratie en péril, et c'est peut-être de ça dont il est question. Mais avant qu'on rentre dans le détail, notamment de ce que sont ces différents mouvements, j'aimerais vous poser la question: comment vous observez actuellement, peut-être d'un point de vue politique, dans ce qui est de plus noble, l'état de la France aujourd'hui? Est-ce que la colère est seulement alimentée par les médias et les réseaux sociaux? Est-elle profonde? Est-elle en train de se démultiplier au point peut-être de voir apparaître dans les semaines, mois qui arrivent, des gilets jaunes bis? C'est une très bonne question. Vous savez, le malaise est ancien. On pourrait le faire remonter à 2005 avec ce référendum sur le traité européen. Et donc, ce malaise remonte à 2005 avec ce traité où les Français, à 54%, avaient voté contre et où, par la fenêtre, si je puis m'exprimer ainsi, l'exécutif avait réussi à faire valider par l'Assemblée nationale ce traité malgré l'opposition des Français. Depuis lors, on n'a jamais retrouvé ce lien. Et la démocratie en péril à partir du moment où les élus, les hommes politiques, les leaders politiques ont créé à cet instant une forme de rupture de confiance avec les électeurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, après les Gilets jaunes, il y a un certain nombre de mouvements qui sont en train de s'organiser. Donc oui, ce n'est pas un phénomène à mésestimer. Vous avez raison de mettre l'accent sur ce point sur Sud Radio, car il y a une insatisfaction chronique maintenant dans le pays. Et quels sont les éléments récents? Et je rappelais tout à l'heure en introduction le titre de votre interview, de votre tribune dans Atlantico aujourd'hui, où Manifeste des Nicolas Quipé, vous expliquez de passer, si vous voulez, au scanner ce mouvement politique. Quels ont pu être les éléments déclencheurs ces dernières semaines d'un ras-le-bol au point de voir jaillir ces différents mouvements? Oui, alors pour ce qui est du mouvement les Nicolas Quipé, c'est assez spécifique. Ce sont essentiellement des actifs qui sont en pleine expression de leur talent professionnel. Donc, c'est des gens qui sont au meilleur d'eux-mêmes, qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans et qui sont en souffrance dans un système où ils se rendent compte qu'on leur a dit « vous pouvez travailler plus pour gagner plus ». En réalité, vous travaillez plus pour être taxé plus. Et parfois même pour gagner moins, donc à la fin du mois. Et du coup, à l'arrivée, c'est la conclusion, pour gagner moins. Vous voyez, le travailler plus en France est devenu le travailler plus pour être taxé plus. Donc les gens en ont ras-le-bol, si vous me permettez l'expression, puisque d'un côté, il y a les retraites
qui sont assurés maintenant par de moins en moins d'actifs. On est passé de 3 à 1,7 d'actifs pour payer les retraites. De l'autre côté, il y a l'entrée dans le travail qui n'est pas évidente et qui fait que ceux qui sont au milieu ont vraiment l'impression qu'on charge la barque. Alors, quel est le point de bascule, puisque telle était votre question? Eh bien, probablement que la rumeur concernant 2 jours travaillés en plus, sans rémunération supplémentaire, a été l'un des éléments qui a probablement, c'est peut-être l'une des gouttes qui a fait déborder le vase. Mais c'est presque paradoxal dans ce que vous dites, Luc Gras, parce que quand on voit le débat qui domine en France sur les Français qui auraient du mal à travailler, qui produiraient moins, qui sont lassés par le travail, qui demandent, qui se sont habitués au télétravail maintenant, qui ne veulent pas travailler plus, qui sont les plus feignants, et je le mets naturellement entre guillemets de nos pays européens, c'est ce qu'on entend à longueur de temps. En réalité, on s'aperçoit que c'est le travail qui provoque ce mouvement. Est-ce que c'est pas paradoxal ? Mais vous avez raison de mettre l'accent sur la question du travail. 2 points. Premier point, le travail aujourd'hui n'est pas favorisé, n'est pas facilité. C'est la finance qui est plutôt favorisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plus intérêt à mettre vos économies sur un livret financier, sur un livret A qui baisse, par exemple, que sur de l'immobilier. Premier point. Le second point, quand on parle de travail, il y a travail et travail. Sur la question sur les retraites, ce qui n'a jamais été abordé, c'est la question du rapport au travail. Dans la nouvelle, dans la société des plus jeunes aujourd'hui, le rapport au travail n'est pas une évidence. C'est-à-dire, on ne va pas travailler pour travailler. Encore faut-il y trouver un intérêt, même au-delà de la rémunération. C'est pourquoi toutes les études d'opinion montrent que les gens sont prêts à s'investir si ils sont intéressés. La question de la motivation n'est jamais présente, mais franchement, la vérité, c'est que quand quelqu'un est motivé au travail, il a une meilleure productivité que s'il n'est pas motivé. C'est quand même aussi paradoxal, enfin non pas paradoxal, mais presque inquiétant qu'à chaque fois, c'est ce qui se passe pour ce mouvement Nicolas Quipé, mouvement pour lequel vous signez un papier dans Atlantico. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement assez spontané d'un citoyen qu'on ne connaît pas, qui essaye d'incarner quelque chose, immédiatement, il est quand même renvoyé au rang d'extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays, si vous voulez, pour que quelqu'un qui s'intéresse au travail, à la productivité, et qui se fait sans doute, si vous voulez, le porte-parole de milliers, pour ne pas dire de millions de gens qui en ont marre peut-être d'avoir une telle différence entre par exemple le salaire brut et le salaire net, comment on s'est débrouillé pour que ce soit visiblement assez accepté d'être catégorisé extrême droite? Vous avez raison, aujourd'hui dès que vous amenez une idée un peu nouvelle, tout de suite vous êtes caractérisé d'extrémiste. Et pourquoi? Eh ben c'est simple, ça permet de ne pas ouvrir le débat. Quand vous avez face à vous quelqu'un qui serait un extrémiste, vous dites simplement il est extrémiste, vous n'ouvrez pas le débat. Or, on comprend bien que pour la masse des Français, cette question du rapport au travail, cette question de la rémunération du travail, autrement dit, la question sociale en réalité, qui devrait occuper l'ensemble des partis politiques, eh bien, elle est cruciale. C'est le sujet qui préoccupe le plus les Français aujourd'hui, plus encore même que les questions de sécurité. Et ce qui est fascinant aussi, Luc Gras, c'est de voir à quel point il se multiplient ces mouvements, que ce soit au niveau de l'écologie, c'est-à-dire que les Français, et on est en train de le voir avec la loi du plomb, les Français se mobilisent massivement pour essayer presque d'avoir un contre-pouvoir à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Fiscalement, malgré les annonces d'efforts visiblement de réduction du train de vie de l'État, on a ce mouvement exceptionnel de Nicolas Quipé pour essayer de se mobiliser sur la question fiscale. On a aussi ce collectif carton jaune qui essaye un peu dans les codes de réanimer le code des gilets jaunes. Comment expliquez-vous peut-être que les politiques soient aussi sourds à ce point, à ce discours? J'ai entendu récemment encore Pierre Moscovici affirmer que l'effort portait énormément sur l'État et qu'il fallait peut-être penser à le rétablir. Comment expliquez-vous parfois cette sensation de déconnexion entre les deux partis que sont l'État et le peuple français? Alors, je vous renvoie évidemment à mon ouvrage « La démocratie en péril » qui est particulièrement d'actualité. Et comme avant, vous me disiez, dès qu'on sort un argument, on est traité d'extrême droite, eh bien, de la même manière, ils ne souhaitent pas ouvrir le vrai débat qui est celui sur le fonctionnement de notre démocratie. Les élus, donc je résume en quelques mots, les élus, à partir du moment où ils sont élus à un certain niveau, national, dirions-nous, eh bien, ils sont confrontés à
à des défis entre eux, pour les places, pour les postes, pour les choses comme ça, qui font que toute leur énergie, elle est là-dessus. Elle n'est plus d'écouter les Français dans leurs préoccupations. Regardez, les retraites, 2 tiers des Français sont contre la réforme Macron, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pour une réforme des retraites, sont contre cette réforme Macron, n'ont pas été entendus. Le pouvoir d'achat, plein de Français disent qu'ils n'arrivent pas à finir leur mois, ne sont pas entendus. Beaucoup de Français sont frappés par les mouvements migratoires et les questions de sécurité qui peuvent être posées, eh bien, ne sont pas entendus parce que l'énergie de nos hommes politiques, quel que soit leur talent, elle est prise par autre chose, le combat pour les positions, essayer de ne pas se faire prendre sa place, etc. Donc la démocratie est en péril dès lors qu'il y a une rupture entre les élus et les électeurs. Et surtout, les préoccupations des électeurs. Est-ce qu'on peut croire encore à ce genre de mouvement? On le voit là sur les réseaux sociaux, et vous pourriez me dire, Luc Gras, que d'un côté, suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux, liker des tweets, repartager des publications, ça n'engage en rien. Est-ce que, comme vous l'avez très bien dit, et vous le dites dans votre ouvrage de la démocratie en péril, qui a été publié l'année dernière, qui est terriblement d'actualité, vous venez de le rappeler, on pourrait dire aussi que la déception due à la suite des Gilets jaunes a été telle que beaucoup de Français ne seraient peut-être pas prêts à retourner dans la rue, à retourner battre le pavé, à exprimer peut-être un sentiment assez humiliant dans le fond, de reconnaître que le travail pour lequel ils se tuent à la tâche ne paye pas. Est-ce que ça n'a pas été un chant du cygne, les Gilets jaunes en France ? Mais vous regardez l'histoire des Gilets jaunes, c'est quand même l'histoire d'un véritable naufrage démocratique. Des populations entières de toute nature se lèvent à un moment. 2 Français sur 3 sont favorables au mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Une sorte de one-man show du président de la République, certes très alerte et très brillant dans le domaine, mais quelle a été la réponse? On en est encore aujourd'hui à savoir si on pourra étudier les cahiers de doléances pour essayer d'aboutir à quelque chose. La spécificité du mouvement qui est en train de se mettre en place, c'est qu'il vient de partout. C'est-à-dire que les Nicolas qui paie, c'est sur les réseaux sociaux. Vous avez des appels à la manifestation, des appels il y a vraiment les syndicats, des actifs non encartés, etc. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? Je ne lis pas dans la boule de cristal, mais c'est vrai que la spécificité là, c'est qu'on voit bien que il y a une frustration démocratique dans ce pays aujourd'hui et qui, par bien des aspects, peut, si elle participe d'un mouvement de convergence, pourrait nous promettre des temps plus difficiles. Maintenant, depuis le temps qu'on annonce que ça va s'arrêter, qu'on peut plus fonctionner comme ça, vous savez, les Français sont quand même d'une tempérance et d'une acceptation incroyable. Mais c'est vrai que si on veut sauver le fonctionnement de notre démocratie, il faut absolument que les élus se préoccupent justement des nécessités exprimées par les électeurs. Luc Gras, vous restez avec nous dans un instant. On reprend cette discussion passionnante. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La démocratie en péril. Et vous parliez à l'instant de temps agité. Justement, à un moment, les temps agités doivent quand même rencontrer une force politique précisément pour essayer de se structurer. On en reparle dans quelques instants. Ce sera la suite de notre discussion. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Merci d'être avec nous et d'avoir choisi Sud Radio pour passer l'été ensemble et discuter aussi de l'actualité qui ne s'arrête pas. L'actualité ne prend pas une petite serviette pour se mettre sur le coin d'une plage. Que voulez-vous? C'est comme ça. Et quelle actualité, notamment avec ces différents mouvements partout dans le pays qui se structurent, en tout cas qui se manifestent de façon assez puissante par des appels à la manifestation, sur les réseaux sociaux, sur des affiches. Et on a décidé d'en discuter aujourd'hui avec Luc Legras, politologue, auteur de La démocratie en péril. Et merci d'être avec nous, mon cher Luc Legras, parce que on était en train de tisser le fil de cette conversation. Quand on réalise la déception qu'ont pu être les Gilets jaunes, quand on voit à quel, comme vous le disiez, que les différentes cahiers de doléances en sont encore aujourd'hui à l'étude et on se pose encore la question de savoir ce qu'il faut retenir, pas retenir, etc. Bon, très bien. Les temps agités, au bout d'un moment, il faut bien une conversion politique, parce que c'est de ça dont il s'agit. Quel mouvement actuel pourrait, selon vous, récupérer des alternatives où ces mouvements n'ont pas d'humeur, mais qui sont en train de se constituer un peu partout? Alors, comme politologue, je me garderais bien d'indiquer à mes concitoyens ce qu'ils doivent voter. Je pars d'un constat, c'est le gâchis qu'il y a
par rapport à justement cette société où nous avons la chance de pouvoir sonder nos concitoyens. On connaît les préoccupations. Donc, vers qui s'orienter? Eh bien, vers un personnel politique qui serait à même de répondre aux préoccupations majeures. Elles sont de 3 ordres. C'est le pouvoir d'achat. Ça, c'est vraiment la préoccupation quotidienne des Français. La question de la sécurité, et la gauche notamment devrait s'emparer aussi de cette question-là, puisqu'elle est l'expression de la souveraineté populaire. Le peuple demande à ce qu'il se penche sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on ne les entend pas sur ce sujet-là. Et enfin, bien sûr, les questions climatiques, ces évolutions assez préoccupantes des températures qui aussi sont parmi les sujets de préoccupation principale des Français. Alors vous allez me dire, mais alors finalement les choses sont assez simples, il suffit de se saisir des dossiers et d'y répondre. Mais justement, c'est un peu le boulot du politique. Il y a quelque chose de systémique dans notre fonctionnement qui fait qu'ils ne répondent pas aux questions posées par les Français. Alors pourquoi? Eh bien justement parce que il y a une forme de ce que j'appelle dans mon livre la logique politique autonome qui fait que les acteurs politiques qui rentrent en politique, et ils sont pas pires que les autres, le personnel politique n'est pas pire que les autres, ils n'y arrivent pas. Et donc comment s'en sortir? Eh bien probablement en essayant d'avoir des personnels politiques conscients de cette logique politique autonome pour essayer de la dépasser, mais aussi d'avoir des électeurs qui choisiront à partir de cette connaissance plus finement leurs élus. Parce qu'il ne s'agit pas que le vote en démocratie, qui est une exigence, soit un moyen d'exprimer sa colère seulement. Non, le citoyen est appelé à choisir des gouvernants. Et s'il choisit des gens qui sont là sur la thématique de la colère, sont pas forcément des gens qui ont l'expérience de l'exécutif, qui ont l'expérience du fonctionnement de l'administration pour essayer de trouver des solutions. Précisément, Luc Grassure, ce sentiment de colère. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore, si vous voulez, à un stade où les colères qui s'expriment un peu partout sur le pays, on le voit en plus, franchement, dans tous les secteurs, que ce soit les secteurs sécuritaires, les secteurs économiques, les secteurs du soin, il y a toujours en réalité une colère qui s'exprime. Est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas trop vive, justement pour trouver un écho politique ? Alors, ce qui m'avait frappé lors de la rédaction de mon ouvrage, c'est que 24% des Français étaient prêts aujourd'hui à se donner, entre guillemets, à un pouvoir autoritaire pour régler les problèmes. Et on le voit dans les études toujours plus récentes, la tentation d'un pouvoir fort, d'un homme fort à la tête de l'État. C'est ça, exactement. Alors, quand on est démocrate, évidemment, on souhaite que le pouvoir reste au peuple. Et le pouvoir doit rester au peuple. Mais dans ce monde où on voit bien que les problèmes ne sont pas réglés, il va de soi que le futur ou la future président de la République devra être quelqu'un qui entendra ces préoccupations-là et qui devra évidemment apporter des réponses. Aujourd'hui, la situation telle qu'elle est présente, avec ce tripartisme et cette absence de majorité, il faut pas l'oublier, due à la dissolution d'humeur du président de la République en 2024, ne permet pas de résoudre les problèmes. À l'occasion de la mère des batailles, qui est l'élection présidentielle de 2027, chaque parti politique de la gauche à la droite devra faire des propositions sur ces thématiques pour que on puisse espérer à ce moment-là dégager par le fait majoritaire une majorité à l'Assemblée nationale et enfin s'attaquer réellement et sans démagogie aux problématiques du pays. Et pourtant, quand on regarde, c'est ça peut-être qui peut apparaître comme étant contradictoire. Quand on regarde notamment le mouvement Nicolas Quipé, et je renvoie tous nos auditeurs au papier que vous signez justement sur Atlantico à ce propos, et même quand on s'intéresse, parce que le fameux Nicolas Quipé a sorti une sorte de manifeste pour dire quels étaient ses engagements, le contour de sa réflexion, on y retrouve quand même des propositions, sans que ce soit un gros mot, disons, libérale. Et on voit bien aussi l'apparition d'hommes politiques avec une véritable puissance libérale. Je pense notamment à David Lisnard, le maire de Cannes et le président de l'Association des maires de France. Est-ce que aujourd'hui, dans notre pays, on pourrait imaginer l'arrivée peut-être d'une formule comme Javier Milei, le président argentin, justement fruit d'une volonté populaire, non pas de couper à la tronçonneuse, mais de réduire le train de vie de l'État, peut-être à l'excès, de réduire les aides accordées aux uns et aux autres, peut-être à l'excès, mais on voit que c'est une formule qui marche en Argentine. Est-ce que selon vous, elle a moyen aujourd'hui d'arriver jusqu'en France ? Alors, 2 observations par rapport à cela. Tout d'abord, en 58, quand le général de Gaulle revient aux affaires, ce n'est pas un libéral, et pourtant il a eu le courage de véritablement réformer en profondeur le système. Deuxième point, Javier Milei, il est évidemment très situé en Argentine, en Amérique du Sud, qui ont tendance quand même à faire des changements assez profonds. Mais en France, l'histoire
politique française montre qu'il n'y a pas, jusqu'à présent, de place pour une forme de courant libéral, libertaire. Et quand mais comment vous l'expliquez ça? Comment vous l'expliquez? La matière qui était Alain Madelin, il n'a pas réussi à aller très loin en politique. Justement, et pourtant, pardonnez-moi, Luc Gras, pourtant, précisément, on voit un petit retour comme ça d'Alain Madelin qui a remonté un think tank pour remettre le libéralisme au goût du jour. Il est là sur tous les plateaux comme un demi-dieu, parce que maintenant il annonce, il fait des prévisions, il commente les grandes pensées économiques. Est-ce qu'on n'a pas, un, loupé le coche d'une politique qui serait libérale, et deux, comment expliquer précisément que ce mouvement-là n'arrive pas à exister en France, alors que sur le papier, on observe quand même un certain bon sens sortant de ce courant politique? Alors qu'il faille libérer les énergies dans ce pays aujourd'hui, en 2025, c'est une évidence. Parce que aujourd'hui, c'est ça, le travail ne paie plus. Combien de chefs d'entreprise on peut rencontrer dans nos études qui nous disent mais on est en train de crever à cause des problèmes de la paperasse administrative, etc. Donc c'est une évidence. Toutefois, et je veux pas faire du en même temps, vous me connaissez, mais toutefois, c'est vrai que le français est quand même attaché à l'État-providence. Et c'est cela, vous savez, le français est toujours d'accord pour que le voisin paye. Les retraités, ils veulent pas qu'on touche à leur retraite. Est-ce que justement, on n'est pas un moment de bascule? Ça va bien. Est-ce que justement, on n'est pas un mouvement de bascule ou peut-être que on a longtemps vécu, c'est ce que vous disiez sur cet État-providence, les Français l'ont réclamé, les politiques au pouvoir l'ont bien vu aussi, on est passé au ministère du temps libre en passant par les 35 heures. Peut-être aujourd'hui, est-ce qu'on assiste à un sursaut où ces mouvements sont aussi peut-être le fruit d'une mutation politique plus profonde, ou des mouvements libéraux, où la sensation d'être un véritable libéral pourrait ne plus être aussi cuisant comme échec que celui qu'a pu connaître Alain Madelin? Alors, votre question, elle pose finalement la problématique. Est-ce qu'il peut y avoir 50% de Français qui aujourd'hui basculeraient dans une perspective vraiment de libérale et de nature à libérer les énergies? Nous n'en sommes pas là pour l'instant. D'accord. Aujourd'hui, il y a des mouvements. Il y a effectivement des mouvements politiques avec David Lisnard. Il y a c'est Nicolas Quipet qui est là. Oui, il y a une prise de conscience, et c'est probablement salutaire, que les énergies en France, la créativité ne sont pas naturellement reconnues. Ça, c'est une évidence. De là à faire de la France un pays libéral, voire ultra-libéral, j'ai beaucoup de doutes parce que vous savez, l'histoire ne se trompe pas. L'histoire est un éternel recommencement. Et ça, on a eu l'occasion de le voir ces derniers temps. Encore quand même un point sur aussi ces manifestations. C'est vrai qu'il y a cette date du 10 septembre qui tourne énormément, et on ne peut que vous rejoindre quand vous dites qu'il faut y être extrêmement attentif quand on a vu les dernières manifestations spontanées qui ont été ici et là. Est-ce que vous imaginez, vous pensez que les politiques anticipent aujourd'hui des Français capables de descendre dans la rue pour manifester un ras-bol? On pourrait dire aussi peut-être la tentation du politique tranquille, de dire oui, bon, de toute façon, les Français, ils sont surtout connus pour râler. On se rappelle des Gaulois réfractaires d'Emmanuel Macron. Ils sont connus pour râler, ils sont mécontents, bien sûr, mais ça se fait dans les urnes, et de toute façon, les manifestations spontanées comme ça n'a plus aucune chance d'aboutir en France. Vous savez, la situation politique institutionnelle est préoccupante. La dissolution de 2024 a mis le pays dans une situation impossible. De là à ce que le personnel politique, notamment au niveau de l'exécutif, du plus haut niveau de l'État, ait pris véritablement conscience de la situation dans le pays de ras-le-bol, permettez-moi d'en douter. Parce que l'attitude du président de la République par rapport aux grands enjeux comme les retraites, par exemple, qui a été vraiment un sujet qui a été abordé pendant des mois, et que au-delà du prisme gauche-droite, de tous bords, les Français ont dit non, on ne veut pas de cette réforme. Il ne l'a pas entendu, comme s'il était là pour une autre chose que de répondre aux attentes des Français. Et donc c'est préoccupant. Je crois qu'on est plus effectivement dans une perspective d'un pouvoir isolé, qui n'entend pas la France, la France, on pourrait presque dire des honnêtes gens, comme disait Retailleau, mais elle n'est pas entendue, cette France-là, aujourd'hui. Merci beaucoup, Luc Gras, d'avoir été avec nous sur Sud Radio, politologue, et je rappelle le titre de votre ouvrage qu'il faut lire en cette période, disons, trouble, la démocratie en péril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et je recommande aussi la lecture de votre tribune, de votre interview sur le site d'Atlantico concernant ce mouvement de Nicolas Quipet. On se retrouve demain, même studio, même heure, entre 10h et 13h, pour les débats, l'actualité du jour. Cet après-midi, je vous laisse évidemment en compagnie de Jacques Pessis et les clés d'une vie, et je vous souhaite une très bonne fin de journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.